Aujourd'hui, on va recevoir un franc-maçon. Qu'est-ce que c'est que la franc-maçonnerie ? La franc-maçonnerie, c'est tout simplement une démarche de travail sur soi. Mozart, Joe Biden, par exemple, qui est entré en franc-maçonnerie. Il y a Walt Disney, j'ai vu aussi. Ça, c'est vrai ? Ouais, tout à fait. Walt Disney est franc-maçon. Et d'ailleurs, je sais pas si tu as remarqué, mais là, on retrouve les gants blancs de Mickey. Ouais. Tu rigoles. Ouais. Ici, on est dans le grand temple de la Grande Loge de France. Il y a des images de ça ou c'est assez peu ouvert ? Pour ce temple-là, c'est très très exclusif. Il y en a qui pensent que la franc-maçonnerie est satanique, etc. Il n'y a rien de tout ça. Les francs-maçons pratiqueraient des rituels avec des sacrifices d'animaux. Alors, est-ce que je peux répondre franchement ? Bonjour tout le monde et bienvenue sur Légende. Aujourd'hui, on va recevoir un franc-maçon. On va parler de franc-maçonnerie au sens large, puisqu'on va aussi visiter un temple qui appartient à une loge d'une trentaine de personnes qui se retrouvent dans un temple. On va parler des signaux, comment ils se repèrent, comment ils se retrouvent, comment a été créée la franc-maçonnerie, les secrets de la franc-maçonnerie aussi. Il va répondre à toutes ces questions. En tout cas, juste avant, je voulais remercier notre sponsor, Plod AI, donc Plod AI, qui a créé le Plod Note Pro, qui est un assistant de prise de notes qui utilise l'intelligence artificielle. Alors c'est assez fou, ça fait 3 mm seulement. Vous pouvez le mettre directement sur la petite pochette aimantée sur le portable et ça va faire principalement deux choses. Ça va enregistrer, si vous voulez, le son ambiant. Vous appuyez sur le bouton et ça va enregistrer le son ambiant. Par exemple, vous assistez à une conférence, vous assistez à une réunion, vous voulez enregistrer le son. Ça va pouvoir le retranscrire, faire une synthèse aussi avec l'intelligence artificielle et vous allez pouvoir vous envoyer le fichier directement par écrit via l'application. Ça va aussi pouvoir enregistrer les appels que vous allez passer avec votre téléphone. Donc le son du micro et l'appel, pareil via l'application. Vous avez un petit écran pour être sûr que tout va bien et qu'il y a toujours de la batterie. Ça permet de vous rassurer directement et de voir que c'est toujours prêt. L'intelligence artificielle aussi intégrée permet de réduire le son si vous êtes dans un environnement bruyant. Je vous mettrai un lien dans la description pour avoir 10% de réduction si vous voulez. Merci à eux d'être notre partenaire aujourd'hui. En tout cas, merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. N'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube juste avant de commencer l'émission. Vous abonner sur YouTube. Vous pouvez mettre la petite cloche pour être au courant des prochaines sorties. N'hésitez pas à commenter aussi l'émission, nous dire ce que vous en avez pensé, réagir aussi à l'émission. Et c'est parti maintenant avec le franc-maçon, émission spéciale sur la franc-maçonnerie sur Légende. On y va. Bonjour, je suis franc-maçon et je vais vous parler de franc-maçonnerie aujourd'hui sur Légende et je vais vous expliquer aussi pourquoi je ne vous donne pas mon prénom. Voilà, bienvenue à toi. Donc, pas de prénom. Donc, je ne t'appellerai pas par ton prénom, je t'appellerai le franc-maçon, puisque c'est le nom de ton compte sur les réseaux sociaux où tu expliques l'histoire de la franc-maçonnerie, les symboles, comment on peut se reconnaître aussi, comment est-ce qu'on y rentre. Tu expliques un peu tout, en fait, autour de la franc-maçonnerie. On va parler, si tu veux bien, tout à l'heure des monuments qui existent en France. Il y a plein de monuments qui ont été créés par les francs-maçons ou alors par des gens qui étaient francs-maçons, et tu vas nous dire lesquels, si tu veux bien. On va parler des personnalités qui le sont, qui ont accepté de se dévoiler, des secrets que vous devez garder. Enfin, c'est hyper intéressant en tout cas. Toi, tu as l'habitude de faire des interviews, tu es suivi par des centaines de milliers de gens. Tu as créé tes comptes quand ? Il y a 1 an à peu près, et aujourd'hui, écoute, on est suivi par 400 000 personnes. Ouais, ça fait quand même un bon nombre. Est-ce que c'est secret la franc-maçonnerie ? Pourquoi tu dis pas ton prénom, histoire qu'on comprenne le pourquoi ? Ouais, alors t'imagines bien que si la franc-maçonnerie était secrète, je serais pas là ici à en parler publiquement avec toi. Donc non, la franc-maçonnerie en tant que telle, elle n'est pas secrète. Le problème, c'est qu'en France, il y a beaucoup de préjugés. En France et dans le monde d'ailleurs, sur les francs-maçons, et si tu veux, il y a certains préjugés qui peuvent amener une certaine haine. Je vais te poser les questions sur justement tous ces préjugés, tu vas essayer d'y répondre. Ouais, donc du coup, tu vois, et un peu pour me préserver, ou du moins pour préserver mon identité personnelle, et aussi mes proches, etc. C'est pour ça que voilà, je parle de franc-maçonnerie à visage découvert, j'ai aucun problème avec ça, mais voilà, je dissocie vraiment mon identité personnelle. Ta vie perso, parce que franc-maçon n'est pas un métier. Hein. C'est important. Tu vas nous expliquer ce que c'est. Est-ce que c'est une religion ? J'ai tapé sur Internet franc-maçon. Il y a plein de questions, donc je vais te les poser. Ouais. C'est quelque chose d'assez exceptionnel pour nous. On n'avait jamais abordé le sujet du tout, je crois, sur Légende depuis le début du média. T'es le premier à passer, et donc voilà. Merci de venir jusqu'ici. Merci de m'inviter. On va parler les rumeurs, les 10 rumeurs sur la franc-maçonnerie, les plus, en tout cas les plus grosses qu'on a vues sur Google. Les symboles maçonniques. Je crois que tu as une écharpe. Si vous nous écoutez en podcast audio aujourd'hui, sachez-le, il a une écharpe. J'allais dire comme les Miss France, mais pas comme les Miss France, mais portée comme un maire. Ouais. Voilà, avec dessus plein de symboles que tu nous expliqueras tout à l'heure. Tu as même une épée sur le côté. Tout à fait. Alors, t'es pas habillé comme ça tous les jours. Écoute, pas habillé tous les jours, mais en tout cas tous les soirs de tenue, c'est-à-dire tous les soirs de réunion avec les francs-maçons.
Là, c'est un habit exceptionnel, c'est-à-dire que tu es en smoking, tu es même en queue de pie, si je dis pas de bêtises. Ouais, tout à fait, ouais. Je t'ai vu en arrivant, donc ça, c'est tous les vendredis, tous les jeudis. C'est quoi? C'est une réunion hebdomadaire? On en reparlera après, mais... Ouais, c'est une réunion toutes les 2 semaines, ou voire hebdomadaire, dans certaines loges. Et donc, tu es habillé en fait comme ça. Alors, généralement, c'est un smoking, pas forcément une queue de pie. Mais donc voilà, smoking noir, chemise blanche et cravate noire ou nœud papillon noir, sauf quand tu es dans cet habit-là. Où tu as le nœud papillon blanc. Oui, t'es en nœud papillon et t'es en gants blancs aussi, avec tous les symboles. T'as ramené le compas, l'équerre, t'as ramené vraiment tout ce que tu pouvais nous ramener. Donc merci. Et puis on ira visiter aussi un temple. Donc c'est-à-dire que c'est là où vous vous retrouvez finalement. C'est un peu la maison des francs-maçons. Oui, tout à fait. Un temple, c'est un lieu. En fait, on se réunit. La franc-maçonnerie, c'est ça. C'est un soir ou 2 soirs par mois. Eh bien, les francs-maçons se réunissent dans un temple, généralement le soir, entre 19h et 22h. Et donc le temple, c'est vraiment le lieu physique dans lequel on se réunit. C'est un endroit où voilà, il y a des symboles et c'est là où on performe un rituel justement pour se mettre en condition de réflexion. Et donc voilà, donc un temple c'est exactement ça et on va pouvoir en voir un tout à l'heure. C'est vrai que les mots rituels, tout ça, ça peut faire un peu peur quand on ne sait pas ce que c'est. Donc tu vas essayer de nous éclairer au maximum. On voit Jay-Z, tiens, à chaque fois Jay-Z qui fait ça, ouais. Un triangle avec ses mains, il essaye de faire des trucs. Est-ce que ça c'est des symboles maçonniques? Est-ce que c'est des symboles illuminatifs? J'ai tapé sur Internet, c'est ce qui ressort. Qu'est-ce que c'est quand on fait le triangle comme ça? Ouais, le triangle, c'est simplement... Alors oui, c'est un symbole qui est majeur dans la franc-maçonnerie, c'est ce qu'on appelle le delta rayonnant. Il a été associé aux Illuminati, donc ça c'est un conte qui est, on va dire, vieux de 2 siècles. Les Illuminati, c'est un courant qui, on va dire, qui est allé à mi-chemin avec la franc-maçonnerie, mais qui a duré que 10 ans, et qui a vraiment rien à voir avec la franc-maçonnerie, mais tout un mythe s'est fomenté depuis 2 siècles autour de ça, parce qu'il y a un écrivain, un peu zélé, qui a écrit un livre là-dessus, et qui a eu un grand succès. Et tu imagines bien que les stars aujourd'hui, ce qu'elles font, c'est qu'elles font ces espèces de triangles, etc. Pour mettre le mythe un peu... Ouais, c'est du marketing. Ouais, c'est pour entretenir le mythe, c'est du marketing. Il sait que quand Jay-Z il fait ça, ça va buzzer. Et donc forcément, il en profite un peu, il joue là-dessus. Comment les francs-maçons voient le fait que tu sois sur les réseaux sociaux et que tu t'affiches? Est-ce que tu as le droit de le dire? Ouais, tu peux te dévoiler, d'accord, en tant que franc-maçon. La chose que tu peux pas faire, c'est de dire que quelqu'un d'autre est franc-maçon. Tu vois. Tu peux pas dévoiler quelqu'un d'autre. Dévoiler quelqu'un d'autre, tu peux pas. Respect de la vie privée, voilà, c'est normal. Par contre, tu peux très bien te dévoiler. Et oui, alors moi, ce que je fais, c'est que je communique sur la franc-maçonnerie, sur les réseaux sociaux. Écoute, je te dirais que dans la franc-maçonnerie, généralement, c'est bien accepté. J'ai 50% de fans, 10% de très réfractaires, parce que voilà, il y a encore, tu vois, une croyance en France sur le culte du secret concernant la franc-maçonnerie, qui est vraiment propre à l'Europe catholique, je te dirais. Et 40% qui sont un peu indécis et voilà, qui regardent ça. Et en tout cas, le côté positif, c'est que ça crée des vocations, ça démystifie, ça combat un petit peu les préjugés qui ont la vie dure. Et c'est la raison pour laquelle je fais tout ça. On va essayer vraiment d'expliquer ça et puis de rentrer dans le sujet en profondeur, vraiment de prendre un peu le temps. Tu disais que tu as 10% de réfractaires, je ne savais pas, tu ne nous avais pas dit. Ouais. Tu as déjà eu des soucis avec ça? J'ai déjà eu parfois à justifier ma démarche, tu vois, parce qu'au début ça surprend. C'est quelque chose qui est très courant, je dirais, dans les autres pays, en Angleterre, au Brésil, aux États-Unis, où la franc-maçonnerie est beaucoup plus, je dirais, libérée entre guillemets, tu vois, beaucoup plus officielle. Ouais, plus officielle, et tu vois, les temples sont visibles directement dans la rue. Tu vois des espèces de temples magnifiques avec marqué Masonic Temple. Enfin, voilà, aux États-Unis, il y a ça. Tu les vois quand tu... Ouais, tu vois, t'as même les réunions qui sont dans le journal public. Tu vois, qui sont publiées officiellement. Donc, en France, il y a un vrai traumatisme de la Seconde Guerre mondiale. Les francs-maçons ont été persécutés. Donc, si tu veux, il y a eu un renfort. Par les nazis ? Par le régime de Vichy. D'ailleurs, la persécution des francs-maçons est vraiment, on va dire, la première instruction faite par le régime de Pétain avant on va dire, l'extermination ou la direction en camp de concentration des Juifs. Donc elle a précédé ça. Pourquoi ? Pour une raison simple. Les nazis, notamment Himmler, qui était un peu un ésotériste fou, pensaient que les francs-maçons avaient le secret du Saint Graal et le secret des Templiers. Et ils voulaient utiliser ces secrets-là, un peu ésotériques, parce qu'ils pensaient que ça allait aider à l'exploitation du Troisième Reich. Et Hitler, il voyait un peu dans la franc-maçonnerie une menace. Tu vois, il pensait que ça allait être un réseau qui allait être, on va dire, contre lui. Il s'est pas tout à fait trompé, parce que finalement, la franc-maçonnerie, quand elle s'est fait persécuter, il y a eu un réseau de résistance maçonnique qui s'est créé. Qui s'est mis en place, ouais. Qui s'est mis en place. Il y a eu 20 000 francs-maçons, je pense, qui ont été persécutés. Et il y a eu 3 000 francs-maçons qui ont fait partie de la résistance, qui ont créé une résistance
contre le gouvernement de Vichy. Et 600, malheureusement, parmi ces résistants qui ont été tués. Ouais. Ah oui, ils ont été déportés aussi, certains, en camps de concentration. Tous. Il y a même eu, on en parlera tout à l'heure, des loges Ouais. De fortune, entre guillemets, dans les camps de concentration. Tout à fait. On en parlera tout à l'heure. Tout à fait. Juste, on a parlé de toi rapidement, je ne rentrerai pas dans le perso comme tu veux rester discret, mais tu travailles donc à côté, tu as un métier. Tout à fait. Dans quel secteur, sans être très précis? Dans la finance. Dans la finance. Est-ce que des gens te reconnaissent parfois par rapport à tes vidéos, te disent, mais attends, c'est toi là sur le... Oui, ça arrive très souvent. Oui, ça arrive très souvent. Ça t'a jamais posé de problème? J'ai de la chance, moi, si tu veux, d'avoir on va dire, un travail ou en tout cas une situation qui me permet, voilà, de pas trop être impacté par ça. Mais le fait est que les préjugés, encore une fois, ont la vie dure, surtout en France. Et il y a beaucoup de francs-maçons, la majorité d'entre eux d'ailleurs, ne souhaitent pas se révéler parce que justement, ils veulent pas être assimilés aux croyances que les gens ont. On va parler de comment les reconnaître, vos signes de reconnaissance, en tout cas si tu peux en dire, ou comment ça se passe, tu nous expliqueras. On avait parlé à l'époque, je ne sais plus dans quelle émission, une sorte de poignée de main, tu avais peut-être vu passer cette vidéo, la poignée de main des francs-maçons, est-ce que c'est comme ça ou comme ça? Est-ce qu'on met le doigt comme ça à l'intérieur? Il y a toujours eu un mythe là-dessus, on va en parler après. Juste, on va commencer par la question de base. Qu'est-ce que c'est que la franc-maçonnerie? En gros, imagine que tu parles à quelqu'un qui ne connaît absolument pas du tout le sujet. Qu'est-ce que c'est? Ok. La franc-maçonnerie, c'est tout simplement une démarche de travail sur soi, qui se fait au sein d'un groupe fraternel et bienveillant. En gros, c'est ce qu'on pourrait dire un système de morale, d'accord, qui a été conçu et qui a maintenant des siècles, et qui est utilisé dans un ordre initiatique. Alors, un ordre initiatique, c'est quoi? C'est voir un petit peu comme les ordres de chevaliers, tu vois, à l'époque. C'est vraiment une espèce d'organisation avec une hiérarchie, avec des grades, et initiatique parce que justement, elle permet à quelqu'un, un initié, qui rentre en franc-maçonnerie, d'accéder à une connaissance qui est dissimulée par l'initiation. Voilà, l'initiation, c'est quelque chose de très important en franc-maçonnerie. En gros, c'est quoi? Si tu étais, on va dire, une petite souris et que tu observais les francs-maçons, tu verrais des gens qui se regroupent, qui parlent de morale, de philosophie, 2 à 3 fois par mois. Et avec c'est 2 à 3 fois par mois? Ouais, 2 à 3 fois par mois. Ça dépend des loges? Ça dépend des loges. Il y en a qui sont toutes les semaines, c'est hebdomadaire? En fait, tu as 1 à 2 fois par mois, et après, tu as des degrés supérieurs. Et pour chaque degré supérieur, en tout cas chaque classe de degré supérieur, tu as une tenue additionnelle par mois. Une tenue, c'est une réunion maçonnique, ouais. On va parler après du vocabulaire aussi, vous savez, qui est pas forcément le même que monsieur et madame tout le monde. Moi, je ne connaissais pas la plupart des expressions, tu nous expliqueras. Parce que je ne vais pas me dévoiler, parce que je ne le suis pas, je peux le dire. En tout cas, on peut dire qu'on ne l'est pas. On peut dire qu'on ne l'est pas. Et donc, du coup, c'est intéressant, parce que j'ai aucune connaissance sur le sujet. Donc, déjà, j'ai pris plaisir à préparer l'émission, à apprendre des choses. Et du coup, c'est bien d'être face à toi, comme ça, on peut te les poser directement. J'espère que je vais poser toutes les questions que vous posez chez vous pour améliorer le sujet. On associe souvent la franc-maçonnerie, en regardant, je me suis intéressé à la religion chrétienne, mais en même temps, on a l'impression que vous n'êtes pas les amis de la religion et de l'Église. Alors, c'est pas très clair, je pense. Alors, est-ce que vous êtes religieux? Est-ce que vous croyez en Dieu? Est-ce que vous êtes contre la religion chrétienne? Est-ce que vous êtes avec? J'ai l'impression que le Vatican n'est pas avec les francs-maçons. Est-ce que tu peux expliquer, essayer d'éclaircir ça? Oui, tout à fait. À la base, la franc-maçonnerie, elle est de tradition chrétienne. D'accord? Si tu veux, c'est donc un système moral qui a été créé par des chrétiens, plutôt des protestants à la base, donc des pasteurs, ça vient d'Angleterre, si tu veux. Donc, la franc-maçonnerie, ça a été créé en Angleterre. Ça a été créé en Angleterre. Ça a des origines, on va dire, écossaises. À la base, si tu veux, en fait, ce sont des Anglais qui ont emprunté des symboles liés aux bâtisseurs écossais. D'accord? Et donc, ça les vient bâtisseurs, c'est les bâtisseurs de cathédrales? Cathédrales, exactement, du Moyen-Âge. Et donc, si tu veux, à la base, elle est de tradition chrétienne. Ok. Le problème, c'est que avec l'Église catholique, donc pas forcément toute la chrétienté, mais avec l'Église catholique, il y a eu un problème. Parce que à l'époque, le Vatican, il voyait ça arriver d'Angleterre, arriver en France. Il voyait une menace. L'Angleterre, elle était protestante, tu vois, plutôt. Il voyait ça arriver en France. Il pensait que, il allait avoir une conversion massive, surtout parce que la franc-maçonnerie a touché les aristocrates, qui étaient, des riches donateurs de l'Église, etc. Donc, pour le catholicisme, ils ont tout de suite, très très vite, condamné la franc-maçonnerie. Et c'est une condamnation qui a 3 siècles. Les francs-maçons ont été excommuniés, etc. Aujourd'hui, ils ne le sont plus. Mais l'Église catholique reconnaît un péché grave à être franc-maçon aujourd'hui encore. Mais donc, il y a quand même des catholiques qui sont francs-maçons? Tout à fait. Si tu veux, moi, pour rentrer, par exemple, dans ma loge, tu dois croire en Dieu. D'accord? Donc, forcément, en France, ceux qui sont croyants, ça va être quoi? Ça va être des catholiques, ça va être des juifs et ça va être aussi des musulmans. Tu vois, donc tu as
beaucoup de catholiques qui sont aussi francs-maçons. À le vivre, il n'y a pas d'incompatibilité, mais pour le Vatican, ils considèrent qu'il y a une incompatibilité, mais c'est historique. Est-ce que c'est considéré comme une religion? Ça, pareil, c'est pas très clair. Non, la franc-maçonnerie, c'est pas une religion. Parce que religion, en latin, c'est relier les gens. Alors, si tu le prends dans son étymologie, je suis d'accord avec toi, la franc-maçonnerie, c'est quelque chose qui permet de rassembler les gens, de relier les gens. Mais si tu le prends au sens d'une religion, c'est quelque chose avec un dogme, une doctrine. Il n'y a pas de dieu franc-maçon? Non, exactement, il n'y a pas de dieu franc-maçon. La franc-maçonnerie travaille à la gloire de Dieu, à la base le Dieu chrétien qui s'est ensuite étendu aux autres religions, on va dire. En France, il y a une religion laïque qui s'est créée, qui là, pour le coup, à un moment de son histoire, a été anticléricale. Pas anti-religieuse, mais anticléricale. C'est-à-dire contre les institutions religieuses auparavant. Et donc, si tu veux, tout ça pour te dire que c'est pas une religion, d'accord? Tu peux, aujourd'hui, la franc-maçonnerie, surtout en France, il y a de tout, il y a des religieux, il y a des athées aussi, il y a des agnostiques, ça arrive. C'est juste un système de morale qui va te permettre de travailler sur toi-même. Vous dites que vous répondez à la franc-maçonnerie, en tout cas, s'intéresse à 3 questions principales. Ouais. C'est quoi ces 3 questions? Ça va être finalement les questions qui sont existentielles et que chaque humain se pose un petit peu, tu vois, dans sa vie quand on dépasse un petit peu le quotidien. Ça va être qui suis-je, d'où viens-je et où vais-je. Donc qui suis-je, l'origine, qui est mon être, etc. D'où viens-je, on va dire l'histoire et puis surtout qu'est-ce que mon histoire fait de moi aujourd'hui et quel regard je peux avoir et où vais-je, quel est mon devenir, comment je veux bâtir ma vie et comment je veux la construire finalement. Et tu vois, les questions auxquelles la religion s'attache pour le coup, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe après la mort et qui a créé le monde, là, la franc-maçonnerie ne s'occupe pas du tout de ces questions-là. Et c'est pour ça que la religion et la franc-maçonnerie, elles travaillent sur des plans complètement différents. Le but de la franc-maçonnerie, c'est quoi? C'est de répondre à ces questions? Le but de la franc-maçonnerie, c'est d'offrir à des hommes ou des femmes une méthode pour s'améliorer, pour travailler sur eux-mêmes. Et donc de répondre à ces questions et surtout de viser, déjà de leur apprendre à mieux se connaître, et de pouvoir travailler à l'amélioration, la pérennisation de leur vie et l'amélioration de la condition humaine de manière indirecte. C'est ça le but. Est-ce que c'est une secte? Question, j'ai vraiment tapé les questions que les gens se posent. Il n'y a pas de souci. Alors la franc-maçonnerie, ça ne va pas être une secte. Tu vois, une secte, l'image qu'on a d'une secte, c'est quelque chose qui est très enfermant finalement. Tu vois, quelque chose qui t'aliène. Ça va être très difficile de sortir d'une secte. Par contre, pour rentrer, c'est très facile. La franc-maçonnerie, ça va être le contraire. Ça va être difficile de rentrer en franc-maçonnerie. On vérifie bien, il y a vraiment un processus à la fois de sélection pour voir si tes démarches, elles sont vraiment, on va dire, profondes et si tu veux vraiment entamer cette démarche qui est un engagement. Par contre, c'est très facile d'en sortir. Si là, je prends mon téléphone, j'envoie une lettre de démission ce qu'on appelle au vénérable maître, c'est celui qui préside la loge, je suis hors de la franc-maçonnerie. Tout de suite? Ah, tout de suite. Il n'y a pas de pression, par exemple, sur toi, si tu veux partir, etc. Pas du tout. Pas du tout. Et puis il y a plein de personnes qui, au bout d'un moment, soit parce qu'elles déménagent ou parce que ça peut arriver, elles se reconnaissent plus, c'est des choses qui arrivent, eh bien elles partent de la franc-maçonnerie et il n'y a pas de problème avec ça. J'avais noté aussi que vous vous appelez frères entre vous. Ça, c'est quelque chose de réel? Ouais, tout à fait. Donc, les frères? Les francs-maçons, nous sommes des frères, ou des sœurs d'ailleurs, parce qu'il y a des femmes aussi en franc-maçonnerie. Tout à fait. Dans les mêmes loges, ou c'est des loges mixtes, ou c'est des loges justement non mixtes? Alors ça dépend. Tu as des loges masculines, tu as des loges mixtes, et tu as des loges féminines. Tu as vraiment les 3. Et tu choisis quand tu rentres en franc-maçonnerie, tu te dis tiens, je voudrais être muté, je ne sais pas comment ça se passe, dans une loge, je sais pas, par exemple, tu habites à Bordeaux, je prends au hasard, tu n'habites pas à Bordeaux la vraie vie, mais c'est un exemple. Tiens, je vais emménager à Bordeaux, je voudrais aller là-bas, je voudrais être dans une loge mixte. C'est comme ça que ça se passe? Ou tu es un peu mis là où il y a de la place? Non, alors tu es pas mis là où il y a de la place, tu es mis généralement, quand tu rentres en franc-maçonnerie, tu es coopté. Généralement, c'est-à-dire qu'on te propose de rentrer dans une loge. Et donc, tu choisis pas vraiment ta loge au début. Tu peux. D'accord? Il y a des gens qui, via un processus d'application en ligne, peuvent choisir la loge. Mais généralement, c'est pas le cas. On va parler après de comment rentrer. C'est vrai qu'on n'a pas abordé le sujet. Déjà, un truc qui est important, qu'on n'a pas dit depuis le début, c'est combien y a-t-il de francs-maçons en France? Approximativement, ça ne serait pas aux membres près, mais aux frères près, comme tu dis. Mais il y en a combien environ? Oui, à peu près entre 170 et 180 000 francs-maçons. Et tu as à peu près entre 10 à 15% de femmes. Et le reste sont des francs-maçons hommes.
Ah oui, donc 170 à 180 000, donc c'est une très grosse ville. Bordeaux, je crois que c'est 250 000, 280 000. Il y en a beaucoup quand même. Ouais, il y a pas mal de gens, ouais, tout à fait. On en reparlera tout à l'heure, mais est-ce que justement, ça t'arrive de croiser des gens dans la rue que tu ne connais pas, à la boulangerie, ça, et de voir un symbole ou de dire tiens, lui, il est franc-maçon? Ou c'est pas non plus comme ça? Si, ça peut arriver. Moi, ça m'est arrivé par exemple une fois chez le coiffeur, où le coiffeur était franc-maçon, et donc je le savais parce qu'il avait un symbole justement qui était inscrit, la fameuse équerre et le compas qui était accoudé sur son bureau. Donc si, ça peut arriver. Généralement, il y a quand même une discrétion, surtout en France, sur ton appartenance à la franc-maçonnerie, justement parce qu'il y a tous ces préjugés et que y en a, ils veulent pas être associés à ça, tu vois, associés à toutes ces croyances. Qui peut devenir franc-maçon? Une personne qui veut sincèrement le devenir pour les bonnes raisons, c'est-à-dire le travail sur soi, la sincérité de la démarche, qui vient pas par curiosité, tu vois, mais qui veut vraiment entamer cette démarche de s'améliorer, en gros. Ouais, de s'améliorer, de développement personnel, etc. Et de répondre un petit peu aux questions qu'on a parlé, tu vois. Et ma question, c'est aussi en termes d'âge. Est-ce que tout le monde peut devenir franc-maçon, peu importe son milieu social, peu importe son métier, peu importe son âge? Ou est-ce que c'est à partir de 18 ans? Est-ce que c'est maximum, tu vois? Ouais, c'est la majorité. Donc, dans certaines loges, ça va être 18 ans. Généralement, c'est 21 ans. Donc, l'ancienne majorité. Donc, 21 ans, l'âge minimal. Et après, ça peut aller jusqu'à... Et peu importe le milieu social, il y a tout type de métier. Aujourd'hui, la franc-maçonnerie s'est largement démocratisée. Elle a été très élitiste dans le passé, ça c'est vrai. Au début, avant la franc-maçonnerie, c'était l'aristocratie, c'était la grande bourgeoisie, c'était des grands officiers. C'était vraiment réservé pour ces gens-là. Et ça s'est, durant les 100 dernières années, largement démocratisé. Et donc aujourd'hui, ça traverse tous les milieux sociaux. Il y a des ouvriers, des enseignants, des gens du quotidien. Voilà, c'est vraiment... Toutes les professions sont représentées, on va dire. Tu dis qu'on va regarder si c'est une démarche honnête pour rentrer dans la franc-maçonnerie. Pendant quelques mois, tu dis que ça peut prendre un peu de temps. Ouais. Ça consiste en quoi? C'est une sorte d'enquête sur toi? Ils vont venir chez toi? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, donc tu as un processus... tu vas rencontrer les francs-maçons. Tu vas rencontrer d'abord le président de la loge, qu'on appelle le vénérable maître. Généralement, ça va se faire chez toi. En fait, la raison... Histoire de voir aussi où t'habites. Voir où t'habites, et puis la raison, c'est que, tu vois, on veut aussi s'assurer que ce soit OK pour ton environnement familial. Si, par exemple, ta conjointe ou quoi est pas OK avec le fait que tu rentres en franc-maçonnerie, ça va être un gros red flag, tu vois. Et ça, par exemple, c'est quelque chose qu'on regarde aussi. Tu sais, en franc-maçonnerie, on dit que tout doit être juste et parfait. Faut pas qu'il y ait, on va dire, de choses récalcitrantes, parce que ultimement, ça va... poser des problèmes à un moment donné. Oui, et quand tu es franc-maçon, c'est à vie après. Donc, on veut vraiment s'assurer qu'il y ait une démarche sincère et que tout le monde soit OK, qu'il y ait une harmonie, que tu sois aussi disponible, etc. Donc, c'est des rencontres qui vont se faire chez toi. Généralement, tu en as 4. Une première avec le président et 3 après, avec ce qu'on appelle des enquêteurs. Mais il n'y a pas d'enquête. C'est juste des gens, ils vont venir chez toi, l'un après l'autre, et c'est des discussions... one-to-one, tu vois, histoire de voir un petit peu pourquoi tu veux rentrer en franc-maçonnerie, quelle est ta démarche, où t'en es aujourd'hui, est-ce que tu as la disponibilité de le faire, etc., etc. S'assurer un petit peu du bien fait, du bien fondé de ta démarche de vouloir rejoindre la loge. Avant de parler donc je vais vraiment te citer les 10 rumeurs que j'ai trouvées, les symboles maçonniques qu'on a là, et puis je vais te citer des personnalités, tu vas me dire si elles sont franc-maçonnes ou pas, en tout cas de manière officielle, parce que peut-être qu'il y en a qui ne sont pas dévoilées, comme tu le dis, sûrement beaucoup d'ailleurs. Il y en a beaucoup d'ailleurs dans le milieu politique aujourd'hui? Beaucoup moins qu'avant. Avant, il y a 60 ans, 70 ans, 50% des parlementaires étaient francs-maçons. Aujourd'hui, si vraiment on est à 10%, ce serait le bout du monde. Dans le passé, la franc-maçonnerie était très politisée. Tu prends par exemple la Troisième République, c'était vraiment un régime maçonnique, une république maçonnique pour le coup, qui est vraiment très liée à la France. L'Angleterre a vraiment un rapport différent, et les États-Unis, encore une fois, c'est encore une autre histoire. Mais voilà, il y a eu cette histoire en France. Aujourd'hui, ça s'est démocratisé et ça intéresse beaucoup moins les politiques. Ils ont sûrement d'autres choses à faire que la franc-maçonnerie aujourd'hui. Il y a des célébrités qui sont francs-maçonnes. Tu as appris sans dire qui, mais où tu t'es dit, tiens, je suis étonné de voir cette personne-là. Oui, il y en a beaucoup. Il y a des célébrités passées, beaucoup. Donc, tu aurais par exemple Mozart, ou plus récemment Joe Biden, par exemple, qui est entré en franc-maçonnerie. Il y en a énormément sur les personnages politiques. Avant la franc-maçonnerie, elle touchait. C'est politisé, la franc-maçonnerie? C'est de gauche, de droite? C'est pas de politique? Ça s'est politisé en France, uniquement. Normalement, en franc-maçonnerie, il y a 2 sujets où tu discutes pas, c'est religion et politique.
Interdit de parler en loge. Interdit parce que la religion, elle est née en Angleterre à un moment où il y avait des clivages politiques et religieux. Et c'est des mecs qui se sont dit, on veut créer un espace de paix morale où les gens vont pouvoir parler librement, mais qui vont pas diviser les hommes. C'était ça le but à la base. Donc, religion et politique, on n'en parle pas. En France, après, oui, la franc-maçonnerie, elle s'est politisée. Très politisée à un moment donné. Je te dirais qu'en France, tu as 3 obédiences principales, d'accord ? Qu'est-ce que c'est qu'une obédience ? Pardon. Une obédience, c'est tout simplement une fédération de plusieurs... Un courant ? Non, c'est une fédération, une institution qui existe, une association, qui va chapeauter plusieurs loges. Et en France, tu as 3 obédiences qui représentent 3 courants, d'accord, principaux. Tu as une obédience qui est plutôt à gauche, et les 2 autres qui sont plutôt à droite. Franchement, c'est très vulgarisé parce que dans ces obédiences, évidemment, il y a des gens qui sont de gauche et de droite. Tous les courants politiques sont représentés en franc-maçonnerie. On en parlera parce qu'il y a des hommes politiques qui l'ont déjà dit, qui se sont dévoilés, on en parlera tout à l'heure. Juste pour parler de toi, là, j'ai besoin de bien comprendre, on a tous besoin de comprendre et de cerner. Toi, tu as commencé il y a 12 ans, tu as rejoint les francs-maçons il y a 12 ans aujourd'hui, tu avais 25 ans, tu as 37 aujourd'hui. T'es devenu franc-maçon comment ? Est-ce que c'est quelque chose de famille ? Est-ce que, tu disais tout à l'heure, coopté ? Est-ce que c'est quelque chose, limite, héréditaire ? C'est-à-dire que ton père te fait rentrer en franc-maçonnerie ou comment ça s'est passé pour toi ? Écoute, très par hasard, moi, c'est via mon cousin, donc une personne de ma famille qui m'a coopté, en effet. Et moi, tu vois, j'ai rencontré la franc-maçonnerie suite à un hasard. En fait, tu vois, j'ai fait mes études au Canada, et à Polytechnique Canada. Et en fait, quand tu finis Polytechnique, à la fin, tu passes à travers ce qu'on appelle une cérémonie de l'anneau. Et cette cérémonie, j'ai appris qu'en fait, c'était quelque chose qui avait été instauré par Kipling, celui qui a écrit le livre de la jungle, qui était franc-maçon. D'ailleurs, le livre de la jungle est un conte maçonnique. Et il a voulu, par cette cérémonie de l'anneau, unifier les ingénieurs polytechniciens canadiens. Et donc, j'ai découvert ça comme ça. Et puis après, j'en ai parlé avec des gens de ma famille, etc. Et mon cousin, j'ai appris qu'il était franc-maçon. Et il m'a fait rentrer ensuite dans sa loge. En France ? En France. Alors qu'il était au Canada, lui ? Non, il était en France. Non, ok. C'est en faisant tes études là-bas. Le livre de la jungle est un livre maçonnique. Ouais, tout à fait. C'est une légende avec des symboles. Mowgli est finalement un initié qui va parcourir un chemin initiatique. Et Bagheera représente quelque chose, Baloo représente quelque chose d'autre, etc. Qui vont intervenir dans sa construction morale, si tu veux. Ils vont l'accompagner. Exactement. Pour faire devenir de lui, pour le faire devenir un homme. Donc toi, t'es recruté par ton cousin, entre guillemets, c'est lui qui te coopte, donc c'est ton parrain, en gros. Il te fait venir un jour pour assister, tu fais une sorte de test. Comment ça marche ? Pour être plus concret. En fait, il fait une demande à la loge, d'accord ? Il y a un vote qui se fait au niveau de la loge, si, est-ce qu'on veut bien, regarder la présentation de ce candidat ? Et puis ensuite, il y a les fameuses enquêtes dont je t'ai parlé. Donc tu rencontres... qui viennent chez toi. Qui viennent chez toi, etc. Et après, tu as un passage un peu particulier où tu rentres, tu as pour le coup, tu vois pas directement les gens, mais on te pose des questions. Encore une fois, c'est un petit peu pour valider ta démarche, pour te connaître un peu mieux aussi. C'est-à-dire quoi, tu ne vois pas les gens, mais on te pose des questions ? C'est-à-dire que tu ne les vois pas. Tu as les yeux bandés, tu ne vois pas directement les personnes. Ça fait peur, non ? C'est plus pour... Alors, c'est pas forcément... À la base, au début, c'était pour ne pas dévoiler les... Je dis pas que c'est fait pour. Je dis ça doit faire peur. Tu sais, il y a rien qui fait peur dans le sens où auparavant on te le dit, d'accord ? C'est quelque chose qui est connu. Et puis tu as un parrain. Tu vois, il est là pour t'aiguiller. Il reste à côté, ton cousin ? Non, il est dans, on va dire, il est dans les personnes qui vont te poser des questions, ok ? Il va pas te poser des questions lui directement, mais si tu veux, il t'a un peu briefé, d'accord ? Donc tu as finalement cette épreuve-là, mais qui est très bienveillante. L'idée, c'est pas on va dire, de perturber les gens. Les yeux bandés, c'est plus quelque chose qui vont t'aider, en fait, finalement, à être plus dans l'introspection et à fournir des réponses qui viennent du fond de toi. Tu vois, qui vont te permettre de mieux répondre en honnêteté. Ça, c'est quoi ? C'est l'intronisation ? C'est le début ? C'est juste... Non, ça, c'est juste un premier rendez-vous. C'est juste un premier rendez-vous. C'est après toutes les enquêtes et tu es pas du tout encore franc-maçon. Et donc là, à la suite de ça, il y a un vote qui se fait. Et donc, si tu es validé, on va dire, par les membres de la loge, eh bien, tu peux être ce qu'on appelle initié. Donc, pour parler de toi, quand tout est passé, maintenant, tu as rencontré la première fois les yeux bandés, donc tu n'as vu aucun visage. Tu ne sais pas où tu es, en fait. Si, tu vas devant le bâtiment, quand même,
Ils te bandent les yeux à quel moment? Tu gares ta voiture et dès que tu veux rentrer, si tu veux, avant l'entrée, eh bien là, tu as les yeux bandés. Mais encore une fois, ça peut sembler très ésotérique et très, on va dire, un peu flou comme ça. La démarche, elle est très bienveillante, ça se passe très bien et tout le monde en garde généralement un très très bon souvenir. Et donc après, tu as l'initiation. Tu disais, ça, c'est vraiment le passage. C'est quoi? C'est le sorte de baptême? On peut dire ça. On disait que tu vois que la franc-maçonnerie, c'était un ordre initiatique. Justement, la connaissance va être dissimulée, mais va être transmise via une initiation. Eh bien, une initiation, ça va être exactement ça. Malheureusement, c'est pas quelque chose. Enfin, c'est pas malheureusement, c'est quelque chose qui ne se raconte pas. C'est quelque chose qui se vit, quelque chose qui relève un petit peu de ce qu'on appelle du sacré, tu vois. C'est pas quelque chose qui, on va dire, fait partie du quotidien, de la vie de tous les jours. Voilà, là, on essaie vraiment de créer un espace, un moment un petit peu hors du temps et hors de l'espace. Et il va y avoir un rituel qui va se produire, il va y avoir des choses, il va y avoir toute une symbolique qui va émerger. Et c'est fait à la fois pour déclencher une introspection, d'accord, chez la personne, et lui susciter des éléments de morale, des éléments de progression. C'est quelque chose qui se vit véritablement, qui se raconte pas. Ce serait dommage d'ailleurs de le raconter. Ça gâcherait un petit peu, je dirais, entre guillemets, la surprise à ceux qui voudraient entamer ce chemin-là. Mais c'est quelque chose de très beau, de très marquant. Qui fait peur ou pas? Non, c'est vraiment un très très bon moment. Parce que tu disais qu'en préparation, qu'il y en avait qui faisaient des malaises. Ouais. Donc c'est quand même... C'est très... Alors, quand je dis il y en a, ça doit représenter une ou deux personnes, tu vois, sur toute l'année, parmi des milliers d'initiations. En fait, c'est pas ça, c'est que il y a beaucoup de choses qui se passent. Et tu prends un temple, imaginons, je sais pas, je vais prendre un exemple extrême. Il fait très chaud, il y a beaucoup de gens, il y a des bruits, etc. Parfois, il y a des gens, tu vois, qui... Tu portes pas la pression? Qui peuvent parfois ne pas supporter, ça arrive très très rarement. Généralement, voilà, les gens gardent en bon souvenir. Mais voilà, c'est des choses qui peuvent arriver. Il y en a qui, parfois, peuvent se rétracter, choisir de se rétracter pendant l'initiation, et c'est tout à fait correct. Et c'est tout à fait OK. D'ailleurs, dans le processus d'initiation, on valide à chaque étape si le candidat est prêt à continuer et à poursuivre l'initiation, etc. Et s'il ne le souhaite pas, s'il souhaite se rétracter à tout moment, on le reconduit chez lui. Ah oui, d'accord. Il y a vraiment... on veut vraiment... on veut que... Tu sais, tu me demandais le critère pour entrer en franc-maçonnerie. On dit que pour qu'une personne puisse rentrer en franc-maçonnerie, elle doit être libre et de bonne mœur. Eh bien, c'est exactement ça. On veut s'assurer que la personne est libre, c'est-à-dire qu'elle est là de son plein gré. Pourquoi vous lui demandez à chaque étape, parce qu'il y a des étapes qui sont plus marquantes, violentes, physiquement, j'en sais rien. Non, pas forcément. C'est juste qu'il y a plusieurs étapes dans l'initiation et on veut vraiment justement arriver à cette étape-là où la personne est libre, elle veut être initiée et c'est vraiment, elle a aucune pression, on va dire, de le faire et elle souhaite le faire par conviction. Et après une initiation comme ça, il y a un vote de tous les gens dans l'Assemblée pour dire oui ou non, ou c'est d'office? Avant l'initiation, et il y a plusieurs votes. Après, c'est bon? Après, dès que la loge... ils y sont, c'est que c'est bon? Ouais, dès que la loge a décidé que la personne, elle pouvait être initiée, l'initiation démarre, et après, c'est juste la personne qui peut se rétracter si elle le souhaite. Est-ce qu'ils peuvent échouer l'initiation? Non. Est-ce qu'il y a des calculs mentaux? C'est n'importe quoi. Une épreuve? Ouais. C'est pas un diplôme? Non, c'est pas un diplôme. Non, c'est quelque chose où la personne en fait se laisse guider par un rituel qui est un beau rituel qui est prouvé depuis des années. Et en fait, non, il n'y a pas d'échec si tu veux. L'initiation, ça se vit tel quel, d'accord. Et encore une fois, on disait, tu vois, en franc-maçonnerie, tout est juste et parfait, c'est-à-dire que ce qui se passe à ce moment-là doit se passer à ce moment-là. Comment ça se passe si on veut devenir franc-maçon et rentrer en franc-maçonnerie? Ouais. Donc il y a deux solutions. Soit tu es coopté, mais pour ça il faut que tu connaisses un franc-maçon et qu'il t'introduit à sa loge. Soit depuis maintenant longtemps, les obédiences, donc les fédérations de loges, elles ont mis sur leur site internet un formulaire où tu peux justement déposer ta lettre de motivation et être contacté et être mis en relation avec une loge à proximité de ton domicile. Et voilà, donc si les gens se demandent quelle obédience, quel rite, etc. Moi, ce que j'ai fait, c'est que sur mon compte, il y a un lien, ils peuvent voir un document que j'ai fait sur justement comment entrer en franc-maçonnerie, les réponses aux premières questions qu'on a, etc. C'est quoi les obédiences, c'est quoi les courants, c'est quoi les rites. Voilà, comme ça, ils voient un petit peu le processus, ça explique
qu'est-ce qu'il y a dans une lettre de motivation, etc. Toutes les questions que les gens généralement me posent sur les réseaux. Et voilà, donc si ça intéresse, si certains sont curieux, et ben tout ça est disponible en ligne directement sur mes comptes de réseaux sociaux. Ok, je mettrai les liens dans la description sur YouTube si vous voulez, et puis dans la description sur les plateformes de podcast audio si vous nous écoutez en audio, en faisant du sport, ou au bureau, ou peu importe, en courant, voilà, sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Podcast, vous aurez le lien dans la description de tous tes réseaux, comme ça vous pourrez voir directement. Super. Qu'est-ce qui t'a attiré toi dans la franc-maçonnerie? Pourquoi est-ce que tu y es allé? Alors, je dirais qu'il y a plusieurs raisons. À la base, j'ai toujours été, attiré par l'histoire, par la tradition. C'est quelque chose qui me plaisait. Et c'est vrai que la franc-maçonnerie, c'est un des remparts, si tu veux, de quelque chose de traditionnel, finalement, et de centenaire, multicentenaire. Mais plus profondément que ça, j'avais lu beaucoup sur la franc-maçonnerie, de par l'histoire, je m'intéressais. Et je m'étais rendu compte, je pensais que c'était pas du tout ça, je pensais que c'était vraiment quelque chose de plutôt politique, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était une démarche de travail sur soi. Et c'est là le moment personnel. Moi, quand j'étais plus jeune, j'ai perdu mon père très jeune, et j'avais toujours l'impression, de m'être bâti sur des bases qui étaient un peu fragilisées. Et la franc-maçonnerie, finalement, en rétrospective, ça m'a apporté ça. Ça m'a apporté un petit peu un genre de cadre, qui me permet un petit peu de faire ce travail-là, de faire un peu le point sur le passé, de rebâtir quelques colonnes brisées. C'est un petit peu ce travail-là que je cherchais, plus ou moins consciemment, et que j'ai pu faire petit à petit, et qu'on fait tous, en fait, et que je continue à faire encore aujourd'hui. La colonne brisée, c'est un des symboles maçonniques? Oui, c'est pour ça que j'en parlais, et je l'utilisais en métaphore, mais c'est un symbole maçonnique, et on parle de ça, justement. Tu parlais du rituel avant, il y a aussi les 3 secrets maçonniques. Oui. Alors, il y a des secrets en franc-maçonnerie. Tu as le secret d'appartenance, d'accord ? Tu peux te dévoiler, mais tu peux pas dévoiler l'appartenance d'un autre frère ou d'une autre sœur. Tu as le secret de l'initiation. Alors, il est de bon ton de ne pas raconter comment se passe dans les détails une initiation. On peut parler des symboles, on peut parler, on va dire, des mythes, etc. D'ailleurs, tout est en vente libre, en librairie, depuis maintenant 295 ans. Donc, franchement, il n'y a pas de secret vis-à-vis, des symboles, etc. C'est un secret symbolique. Mais voilà, il y a ce secret d'initiation. Et puis, finalement, tu as, on va dire, le secret de tout ce qui va être discuté en loge. On veut que les gens qui viennent en loge, parce qu'il y a des échanges qui sont faits, les frères ou les sœurs prennent la parole. On veut que les gens le fassent librement. On ne veut pas qu'ils se sentent menacés par le fait que quelqu'un d'autre répète ce qu'ils ont dit dans cet espace. Il n'y a pas de téléphone? Il n'y a personne qui filme? Non, il y a personne qui filme. Il y en a qui peuvent prendre des photos dans certains pays, ou même en France, à certaines occasions, ça peut se faire après la tenue ou avant. Mais pendant la tenue, pendant le rituel, on essaie vraiment de créer un espace clos, un moment à part. Et donc, on évite de prendre des photos, etc. Tu disais en fait, qu'on pouvait passer par plusieurs états de conscience lors de l'initiation. Pour terminer sur le sujet, ça veut dire quoi? Tu vois un petit peu l'idée de l'hypnose, c'est-à-dire que via l'hypnose, on te suggère des choses, on te suggère des images, le cerveau réfléchit avec les images, et donc on va te suggérer des images, des symboles, des mythes, etc. Tu vas rentrer dans un personnage, tu vas jouer un rôle, en quelque sorte. Il faut vraiment voir ça comme une espèce de pièce théâtrale dans laquelle tu es aussi l'acteur et le spectateur. Et en fait, en passant à travers ce processus-là, tu vas finalement... ton état de conscience va être modifié, ce qu'on dit en hypnose, c'est-à-dire que tu vas plonger dans un mythe. Et tu vas avoir un effet introspectif qui va se développer. Et donc, en fait, tu vas être soumis, entre guillemets, à des symboles, à des mythes, à des histoires qui vont te faire réfléchir en temps réel sur quelque chose. Et quelque chose que tu vas vivre. Pas quelque chose que tu vas lire, que tu vas écouter, etc. Et en le vivant, ça va avoir une résonance beaucoup plus importante, beaucoup plus forte, beaucoup plus marquante que si tu avais lu un livre ou écouté la franc-maçonnerie. C'est pour ça que la franc-maçonnerie, toujours, tu peux lire tous les livres que tu veux. J'avais lu, avant d'être initié, des livres sur l'initiation, etc. Ça m'a pas gâché la surprise pour autant. Quand on vit la chose, ça n'a rien à voir. Je vais te parler des rumeurs. Juste une petite question sur ton initiation à toi, c'est vraiment pour comprendre. Est-ce que tu as eu des galères pendant l'initiation? On parlait de ceux qui avaient trop chaud, trop froid, trop machin. Qu'est-ce que tu as eu, toi? Ça s'est bien passé.
Ça s'est bien passé. C'est un moment qui est marquant. Et tu sais, à la fin de l'initiation, eh bien, tu as l'occasion de rencontrer tous tes frères. Et là, tu sens vraiment, moi de mes frères, parce que je suis dans une loge masculine. Et là, tu sens vraiment une atmosphère fraternelle, chaleureuse. C'est comme si tu avais une trentaine de personnes qui, à la base, étaient inconnues autour de toi. 1 heure avant. 1 heure avant. Mais d'un seul coup, il y a quelque chose qui se passe parce que l'initiation a transmis quelque chose. Elle a créé un moment particulier. Tout le monde vit l'initiation en même temps. Il n'y a pas juste l'initié qui la vit. Tout le monde joue un rôle. Et il y a une cohésion qui se crée. Et c'est un moment qui est très particulier. Et tu crées des liens avec des personnes qui étaient étrangères, sans même leur avoir parlé. Et là, tu vois dans les regards des frères quelque chose de très fraternel. Et moi, c'est ce qui a été le plus marquant pour moi. À quel moment tu deviens officiellement franc-maçon? C'est juste après ça? Juste après l'initiation, ouais. Tu deviens quoi comme grade? Au début, tu commences apprenti, d'accord? C'est une terminologie qui vient des bâtisseurs de cathédrales. À la base, ils étaient apprentis. Et puis, ils travaillaient un petit peu, quelques années. Et ensuite, ils devenaient compagnons. Et bien, en fait, nous, tu as exactement la même terminologie. Tu commences apprenti. Ça peut durer 2 ou 3 ans, tu vois, dépendamment des loges. Et ensuite, tu deviens compagnon. Et après, tu deviens maître. Tu deviens maître au bout de 7 ans, à peu près. Et après, est-ce que c'est vrai que quand tu arrives tout en haut, tu es vénérable? C'est ça qu'on dit, hein, vénérable, tu as dit tout à l'heure? Ah, alors, tu as 2 choses qui sont très différentes. Tu as les grades maçonniques, donc apprenti, compagnon, maître, et après, tu as même des degrés supérieurs selon tes rites. Vénérable, grand vénérable, machin? Non, ça, c'est vraiment des grades, on va dire tes degrés maçonniques. Tu vois, tes grades dans ta progression initiatique. Et après, tu as les offices de la loge, c'est-à-dire le poste que tu vas occuper dans la loge, qui n'a rien à voir avec tes degrés. Que tu perdras jamais, ça? Tes degrés, tu les perds jamais. Et les postes dans ta loge, ça tourne. J'ai entendu que quand tu étais tout en haut, au bout d'un moment, tu retournais tout en bas. Dans certains rites, dans certaines loges, il y a une tradition française où tu es tout en haut, tu es le président et ce qu'on appelle vénérable maître, et tu vas tout en bas, entre guillemets, c'est-à-dire que tu finis couvreur. Couvreur, c'est une personne, un peu comme le concierge de la loge, c'est une personne qui s'occupe de garder la porte du temple pour s'assurer de couvrir la loge, de préserver l'espace sacré du monde profane, du monde qui n'est pas dans le temple. Et comment tu montes d'un cran dans la hiérarchie? Par le travail, par l'assiduité et par le temps. C'est les autres qui disent, bon, bah là, il mérite de monter, etc. Ouais, tout à fait. Ouais. Et tu as des avantages à monter? Tu découvres d'autres symboles, tu découvres d'autres allégories et d'autres messages. Et puis, tu peux aussi avoir des positions différentes dans la loge. Généralement, tu vois, on parlait de vénérable maître, on parlait de ces places-là, tu vois, dans la loge. Elles sont réservées pour les gens qui sont maîtres. Tu vois, on peut pas avoir un vénérable maître qui serait, par exemple, apprenti, ce serait pas possible. Je te lis les rumeurs que j'ai trouvées sur Internet, sur la franc-maçonnerie. Tu me dis vrai, faux ou entre les deux. Je t'en prie, Guillaume. La plupart des politiques et des gens puissants sont francs-maçons. Non, c'était vrai il y a 100 ans. Ça n'est plus vrai du tout aujourd'hui. Les Illuminati sont des francs-maçons. Tu tapes franc-maçon, il y a plein de phrases qui sortent. Non, les Illuminati, c'est les Illuminés de Bavière. C'est une confrérie qui a duré 10 ans, il y a 300 ans. Il y a eu quelques francs-maçons qui étaient Illuminati, on va dire Illuminés de Bavière, mais elle a eu aucun impact quasiment dans l'histoire. Elle a été dissoute au bout de 10 ans et franchement, elle est anecdotique par rapport à la franc-maçonnerie. La Statue de la Liberté serait une œuvre des francs-maçons maçonniques. Alors Bartholdi était franc-maçon et donc la Statue de la Liberté, en effet, elle a une inspiration maçonnique. La Tour Eiffel serait franc-maçonne. L'idée de la Tour Eiffel, de faire un phare pyramidal qui éclaire le monde, entre guillemets, tu sais, c'est une décision qui a été faite en loge. On n'est pas sûr qu'Eiffel ait été franc-maçon, il y a un doute qui subsiste sur lui, mais en tout cas, la décision de faire justement ce phare qui illumine tout Paris, une pyramide en 3 grades, qui représente les 3 degrés qu'on a parlé, apprenti, compagnon, maître, tu vois, la Tour Eiffel est en 3 niveaux, eh bien, c'est une décision qui a été prise dans la franc-maçonnerie. À l'époque, la franc-maçonnerie, elle avait, si tu veux, un petit peu un combat contre les institutions catholiques qui étaient à l'époque très répressives, si tu veux. Et donc, la Tour Eiffel, c'est la raison pour laquelle elle est un peu plus haute que le Sacré-Cœur, que l'église du Sacré-Cœur, pour créer une symbolique comme quoi, voilà, la franc-maçonnerie, je savais pas du tout. Elle est plus haute que le un Sacré-Cœur. petit peu plus haute, voilà. C'est juste pour dire on est au-dessus. C'était il y a 100 ans dans une franc-maçonnerie, voilà, qui a eu son action à l'époque, qui était plutôt, on va dire, contre les institutions catholiques. Il y avait eu un vrai combat à l'époque, mais parce que c'était un contexte très particulier. Hein.
Aujourd'hui, évidemment, les choses ont changé et il y a énormément de francs-maçons qui sont en France aujourd'hui catholiques. Il y a vraiment aucun problème avec les. J'ai jamais entendu cette histoire. C'est pas très connu, ça, si? C'est pas très connu, non. Il y a, tu sais, en fait, quand Paris a été complètement refaite sous Napoléon III, Haussmann, etc., qui ont complètement redesigné Paris, ils ont inclus des symboles maçonniques dans toute la ville de Paris. Et donc tu as l'allée finalement qui décrit le chemin initiatique, place de la Concorde, qui arrive, qui est entre deux temples, entre guillemets, le temple de la Vertu, l'Assemblée nationale, et la Madeleine. La Madeleine, exactement, qui représentait la guerre, et donc, entre guillemets, le mal. Donc tu as finalement cette Concorde qui est entre les deux. Toute cette construction est symbolique et a été réfléchie dans, on va dire, une symbolique parce que les maçons aimaient bien mettre des symboles de partout. Et des pyramides? Des pyramides, alors, il y a toujours le mythe avec les Illuminati. Ouais, il n'y a rien dans la franc-maçonnerie, à part le delta réunionnais, qui traduit un idéal maçonnique, si tu veux. Voilà, le delta, c'est un symbole qui a été emprunté au christianisme. C'est tout simplement le symbole de la Trinité chrétienne. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ça vient de là, d'accord. Tu regardes même dans des églises, dans des vieilles églises, il y a encore ce symbole-là qui est visible. Le christianisme a perdu en fait tous ces symboles-là après un certain édit. Et donc c'est pour ça que dans les vieilles églises, tu vois encore des symboles qui sont, tu dirais maçonniques, mais qui ont été empruntés du christianisme. Les francs-maçons pratiqueraient des rituels avec des sacrifices d'animaux. Alors quand tu vas sur des sites un peu, parfois, voilà, tu tombes là-dessus, tu as déjà dû voir d'ailleurs, j'imagine, ce genre de truc. Il n'y a aucun sacrifice. Il y en a qui pensent que la franc-maçonnerie est satanique, etc. Il n'y a rien de tout ça. Par contre, il y a beaucoup de gens qui ont écrit beaucoup de choses là-dessus, parce que ça fait vendre des parutions, parce que ça crée un mythe, parce que ça fascine les gens. Voilà, il y a vraiment, ça fait depuis 3 siècles que certains écrivains ont écrit des livres anti-maçonniques en disant que les francs-maçons faisaient ci, faisaient ça, etc. Tout ça sont des contes à dormir debout. Les grands maîtres francs-maçons ont tout pouvoir, les francs-maçons doivent obéir à leurs ordres. Non, alors la franc-maçonnerie, les grands maîtres sont tout simplement les présidents de l'association. Chaque loge a quand même son indépendance, je te dirais, vis-à-vis de la super association qu'on appelle l'obédience. Et franchement, le rôle d'un grand maître, il va être purement, je dirais, administratif, gestionnaire, parce que voilà, ces associations derrière, eh bien, il y a aussi du patrimoine immobilier, il y a de la gestion, il y a des conflits internes qui peuvent arriver. Donc voilà, le rôle d'un grand maître va être vraiment de veiller à tout ça, mais il n'y a pas, chaque maçon est libre. D'accord, il n'y a pas quelque chose qui va être, on va dire, très, il n'y a pas un bâton auquel on doit se plier. Chaque maçon a quand même sa liberté. Oui. C'est pas une secte avec un gourou, comme tu disais tout à l'heure. Exactement, c'est pas une secte avec un gourou, chacun est libre. Les francs-maçons seraient à l'origine de la Révolution française. C'est un grand mythe qui est absolument faux. Par contre, il y a beaucoup d'écrivains qui l'ont dit, il y en a qui l'ont pensé, et il y a toute une littérature qui en fait foi. En fait, si tu veux, pendant la Révolution, au sortir de la Révolution, les gens ont été sidérés. Tu avais un régime qui était là depuis des milliers d'années, et qui, en quelques années, s'est complètement effondré. En quelques jours, s'est complètement effondré. Les gens étaient sidérés, ils ne comprenaient pas pourquoi. Et quand on ne comprend pas pourquoi, eh ben, qu'est-ce qu'on fait? On cible un bouc émissaire. Et donc là, on voyait les francs-maçons, il y avait tout le gratin parisien était franc-maçon à l'époque, à la veille de la Révolution. Tous les grands aristocrates et les grands bourgeois étaient francs-maçons, les grands officiers. Mais je te dirais que la franc-maçonnerie, elle a été la première victime de la Révolution. T'avais, à la veille de la Révolution, 1000 loges. Pendant la Révolution, il en restait une poignée. T'avais autant de guillotineurs que de guillotinés francs-maçons. D'ailleurs, ironie du sort, Guillotin était franc-maçon, celui qui a inventé la guillotine. T'avais des mecs comme Lafayette, qui était franc-maçon révolutionnaire, et t'avais des mecs comme Joseph de Maistre, qui était monarchiste. Ah, ça s'est divisé. Tout à fait, la franc-maçonnerie était complètement divisée, mais le pays était divisé. Et c'est ça, la franc-maçonnerie a toujours été poreuse au contexte social. C'est-à-dire qu'elle a toujours été représentative de l'opinion ambiante du pays. C'est un échantillon. Tout à fait, c'est un échantillon. Et si tu veux, même au niveau politique, au sein de ma petite loge de 30 personnes, personne n'est d'accord politiquement. Tous les opinions sont représentées, tu vois. Et de toute façon, on n'en parle pas parce qu'on n'est pas là pour ça. Les francs-maçons posséderaient le Graal, tu en parlais tout à l'heure, et ils connaissent l'accès à la fontaine de Jouvence. J'ai vu ça. Himmler, du régime nazi, le croyait. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il voulait pourchasser les francs-maçons. Mais évidemment, c'est faux. Pourquoi le Graal? Parce qu'on a associé le Saint Graal aux Templiers.
et que les francs-maçons, pendant une longue période, se sont revendiqués des Templiers. Bien évidemment, l'affiliation est juste symbolique. Il y a des grades qui sont d'inspiration templière, tu vois, dans la franc-maçonnerie. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on porte une épée avec la fameuse croix, tu vois, la fameuse croix templière. Mais tout ça n'est que symbolique. Elle a beaucoup plu à l'époque aux aristocrates qui aimaient bien ce mythe chevaleresque. Ça leur rappelait leurs ancêtres, à une époque où la noblesse était un peu décadente. Mais voilà, c'est juste du symbole. Les francs-maçons contrôleraient Hollywood, les médias et l'industrie musicale. Non, c'est faux. Hollywood aime bien mettre des symboles parfois dans leurs films parce que c'est du marketing. Parce qu'ensuite les journalistes vont en parler, que ça va faire mousser, etc. Tu vois. Et les gens aiment bien parce qu'ils ont toutes sortes de croyances sur les Illuminati, les francs-maçons, etc. Mais c'est juste du marketing. Ce sont les... Alors, il y en a une autre, ce sont les francs-maçons qui auraient organisé la séparation entre l'Église et l'État français. Ça, c'est la vérité. C'est un courant, donc le courant français, le courant plus laïque, on va dire, de la franc-maçonnerie, d'il y a 100 ans. Dans un contexte qui était très particulier, c'était sous la Troisième République, ok. Et la Troisième République, franchement, c'est la grande majorité des représentants étaient francs-maçons. C'était une république maçonnique à l'époque. Et donc, c'était une maçonnerie donc laïque qui combattait un petit peu, si tu veux, le régime, on va dire le climat un peu oppressif que le catholicisme avait à l'époque. C'est vraiment un contexte très particulier. Et ce serait faux de dire que la franc-maçonnerie a combattu contre les religions, contre l'Église. Non, en fait, la franc-maçonnerie a toujours combattu pour la liberté, si tu veux, la liberté des gens, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir penser ce qu'ils veulent, en fait. Et en fait, le dénominateur commun, il est là. À l'époque, il y avait vraiment une oppression. Et donc, il y a eu ces lois qui ont été dans la mouvance de la franc-maçonnerie. C'est un regret, ça, d'avoir essayé de séparer l'Église et l'État à l'époque ? Alors, je te dirais que les francs-maçons qui ont fait cette loi à l'époque, aujourd'hui, ce courant qui représente un petit peu les francs-maçons de ce passé-là, non, ils ne le regrettent pas. Et au contraire, c'est quelque chose, tu vois, dont ils sont généralement plutôt fiers. Et généralement, par exemple, ce courant-là, dernièrement, ils voulaient mettre cette loi donc, de 1905 dans la Constitution. C'est une position. Voilà, après, ça dépend. C'est vraiment un avis qui est partagé parmi la franc-maçonnerie. Oui, c'est pas... Oui. Non, c'est pas... Tu sais, il y a des francs-maçons qui vont être très catholiques pour le coup et qui vont être en désaccord avec cette loi. Mais, encore une fois, il faut resituer le contexte de l'époque. Et alors, j'ai une dernière rumeur, alors je ne sais pas si c'est vrai non plus. L'hymne de la France, donc la Marseillaise, est un hymne maçonnique. Alors, Rouget de Lille, qui était l'auteur de la Marseillaise, était franc-maçon. Et dans la Marseillaise, à certains moments, dans le passage, tu vois, tu as des allusions à des mythes maçonniques. Donc là, on a mis donc les paroles de la Marseillaise qu'on a imprimées. Est-ce que là, tu vois quelque chose qui pourrait s'apparenter à une parole ou à des signaux maçonniques ? Alors, on le voit. En fait, c'est subtilement caché, comme les francs-maçons aiment bien faire. Tu vois, alors tout le monde connaît « Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé ». La gloire est quelque chose de très important. Pas la gloire dans le sens succès, mais dans la glorification. La franc-maçonnerie travaille à la gloire du grand architecte de l'univers. Ça, c'est quelque chose, si tu veux, qui est établi depuis la création de la maçonnerie. Et là, dans ce couplet-là, il faut être franc-maçon, on va dire, pour s'en apercevoir, mais je vais te le dire si ça te va. Ces phalanges mercenaires terrassaient nos fiers guerriers, grands dieux par des mains enchaînées. Nos fronts sous le joug se ploieraient, de vils despotes deviendraient les maîtres de notre destinée. Alors, les chaînes, le coup sur le front, ainsi que les vils despotes et les maîtres qui sont impliqués, tout ça font référence à un mythe maçonnique. Je ne pourrais pas te le raconter par secret initiatique, mais voilà, les francs-maçons comprendront très bien de quoi il s'agit. Et d'ailleurs, là, la métaphore se profile à la fin. Parce que la Marseillaise est beaucoup plus longue. En l'imprimant, on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait, je crois, 7 couplets, si je dis pas de bêtises, ouais. Beaucoup plus long que la petite version qu'on connaît dans un stade de foot, par exemple. À chanter, on fait que le premier couplet, premier refrain, quoi. Et ce qu'il y a de plus mystérieux, c'est que le dernier couplet, l'auteur, c'est pas Rouget de Lille, il est inconnu, et c'est le couplet qui a le plus de symbolique maçonnique. Donc, qui date de 1792. Nous entrerons dans la carrière. Alors la carrière fait référence directement au bâtisseur de cathédrale, tu vois, qui extrait le minéraux de la carrière. Quand nos aînés n'y seront plus, nous y trouverons leur poussière et la trace de leur vertu.
La vertu, c'est quelque chose d'extrêmement important qui est répété, on va dire, en franc-maçonnerie. Et là, les francs-maçons vont comprendre, bien moins jaloux, la jalousie étant un des vices majeurs décrits, de leur survivre. Et donc là, les maîtres maçons comprendront que de partager leur cercueil, nous aurons le sublime orgueil de les venger ou de les suivre. Le cercueil, l'orgueil et la vengeance. Ces 3 mots qui, encore une fois, font référence à un mythe bien connu des maîtres maçons. Alors tiens, avant de continuer dans l'émission, je vois que tu as ramené, justement, si on peut parler des symboles, je pense que c'est le moment. Naturellement, je vois que tu as une équerre devant toi, tu as ramené une équerre en bois, enfin une équerre qui n'est pas faite pour faire des maths, hein, une équerre, si vous nous écoutez un podcast audio, qui est une jolie équerre, là, et un compas qui n'est pas fait pour faire des maths non plus, on voit, c'est juste un compas doré. Est-ce que tu veux bien expliquer, et puis on va parler des autres symboles aussi. Ouais, bien sûr. Alors, si ça te va, on peut peut-être faire un exercice. Tu me dis ce que tu en penses. Parce qu'en fait, les symboles maçonniques, la symbolique, comment elle se travaille, c'est que d'abord, elle s'observe. Et ensuite, elle essaie de se déduire. Donc, par exemple, si je te montre une équerre, pour toi, Guillaume, ça représenterait quoi ? Je vais te répondre. C'est-à-dire, moi, je n'ai aucune connaissance. Hein. Je dirais l'angle droit de base, ouais. Donc la droiture. Voilà. Et j'imagine que c'est un symbole avec la pyramide, non ? Ou le triangle que je ne sais plus comment tu l'appelles, que fait Jay-Z. Ah oui, le fameux delta rayonnant. Voilà, le delta rayonnant. Est-ce que ça a un rapport avec ça ? Alors, il y a quelque chose qui est lié à l'angle droit, et clairement, l'équerre est d'abord un symbole de droiture. Donc la droiture au niveau moral, hein, la règle que chaque maçon doit suivre, donc la morale, le respect de l'autre, etc. Donc tout ça sont des règles que représente l'équerre. Et le compas, si tu veux, dans sa dimension, le compas, il sert à quoi ? Il sert à tracer des cercles. Donc le cercle va représenter finalement tout ce qui vont être dans les limites de l'entendement humain. Et le cercle, c'est aussi pour reporter les mesures. Et la mesure, finalement, ça va être une mesure morale. C'est-à-dire que la mesure de contenir ses passions, de contenir ses vices, dans des degrés entendables pour ne pas les faire déborder de manière néfaste sur l'humanité. C'est un système, encore une fois, de morale. Et donc, imbriqué l'un dans l'autre, chaque parole, chaque geste doit toujours être entre l'équerre et le compas, qui est en fait une règle morale à suivre. Mais, si tu veux, ça c'est une lecture, on va dire, très en surface. Et si ça te va, on peut même aller encore plus loin. Vas-y. L'équerre, c'est fait pour équarrir les roches. Et elle pointe généralement vers le bas. Et donc, elle est liée à la terre, à l'élément matériel. Le compas, quant à lui, va être vers le haut et est fait pour tracer des cercles dans la créativité de la personne qui va l'utiliser. Et a une référence spirituelle. Et donc, tu as une combinaison entre la matérialité et la spiritualité. Et intrinsèquement, dans les rituels initiaux, qui a une dimension matérielle et une dimension spirituelle qui est réconciliée, à l'époque, le Christ. Le Christ, de par sa dimension terrestre, chtonienne, la loi, on va dire la loi finalement du Père Tout-Puissant, donc sa présence sur Terre, se réconcilie avec sa dimension divine, donc le Saint-Esprit, et ses équerres et ses compas généralement se mettent sur une Bible qui représente finalement l'annonce du Nouveau Testament. Et donc, le Christ, mis sur une Bible, représente la Trinité chrétienne, le Père, le Fils, par la Bible, et le Saint-Esprit. Pourquoi il y a la lettre G dedans ? Tu vois, l'équerre et le compas, plus la lettre G, souvent, et je vois, tu l'as sur toi d'ailleurs, je crois sur une... Je ne sais pas comment ça s'appelle d'ailleurs, c'est une sorte de jupe que tu mets par-dessus. Il y a la lettre G. Tout simplement pour rappeler initialement, d'accord, dans les anciens textes, que la franc-maçonnerie travaille à la gloire de Dieu, en anglais God. Et puis, par la suite, eh bien, il y a tout un mystère qui s'est, pas un mystère, mais une symbolique qui s'est ensuite étendue à d'autres mots que les francs-maçons découvrent le long de leur chemin initiatique. Il y a la truelle aussi, j'ai regardé dans les symboles. La truelle, le fil à plomb, finalement, c'est beaucoup de choses en réaction, enfin, pour symboliser les bâtisseurs. Tout à fait. Il y a la majorité des symboles. En fait, la maçonnerie a pris ces symboles dans les bâtisseurs de cathédrales et dans la tradition chrétienne. Et ensuite, se sont greffés d'autres symboles liés à l'alchimie, liés à la Kabbale,
liés à l'hermétisme. Tout ça sont des courants, ce qu'on appelle ésotériques, qui se sont greffés, mais bien plus tard, à la franc-maçonnerie et qui a donné des rites parfois originaux et voilà, qui a permis d'enrichir, si tu veux, le contenu maçonnique. Il y a le niveau aussi, le niveau à bulle. Tout à fait, le niveau. Voilà. Le niveau, en plus, c'est même pas un symbole maçonnique à la base, ça a toujours été un symbole d'égalité. Et il a été ensuite repris par la franc-maçonnerie, mais on le voit même dans des descriptions de la République française avant la franc-maçonnerie. Alors plus connu, enfin plus connu, pas forcément d'ailleurs, mais le sol à damier noir et blanc, ça c'est un vrai symbole maçonnique. On le voit parfois, ils essaient de le mettre dans les clips, des trucs comme ça, t'as des symboles. Ça c'est un vrai symbole maçonnique, blanc et noir? Oui, mais encore une fois, on appelle ça donc le pavé mosaïque, emprunté du christianisme, du dallage d'une église. Donc généralement, quand tu vas dans une église, tu as le dallage qui est donc en damier, noir et blanc, qui peut être vu, par exemple, comme un symbole de dualité. C'est-à-dire que, finalement, dans toute chose, dans l'univers, etc., les choses ne sont pas toutes blanches ou toutes noires. Et en fait, finalement, c'est avec une mosaïque et une prise de recul d'une mosaïque. Une mosaïque, c'est tu as des détails, et ensuite tu prends du recul, et là, tout à coup, tu as le paysage qui prend son sens. Eh bien, le pavé mosaïque, ça va être ça. Ça va être que, au début, tu vois tout en noir et blanc, tu vois les choses de manière très binaire, et en fait, le chemin initiatique trouve vers une troisième voie. Une voie de réconciliation des contraires. De nuance, un peu. De nuance. Ouais. Et c'est dans la nuance et dans la réconciliation que la sagesse prend sens, en tout cas. Donc la Bible, tu l'as cité tout à l'heure. L'étoile flamboyante, donc ça c'est le triangle, la pyramide avec la lumière qui arrive de derrière. Alors ce ne sera pas la pyramide, ça va être un symbole qui va être découvert un peu plus tard, si tu veux, qui vient de la Bible. Tout simplement, encore une fois, l'étoile flamboyante, c'est tout simplement l'étoile brillante qui est à la base, dans la Bible, une référence directe au Christ dans son ascension. Est-ce que tu peux nous expliquer le symbole de la colonne cassée? Oui. La colonne cassée, tu vois, c'est, on pourrait dire tout simplement le symbole de l'homme, finalement. Qu'est-ce que l'homme? Tu vois, cet homme qui est imparfait, qu'on représente tous. On vient au monde avec eh bien, nos qualités, mais aussi nos défauts, nos vices, etc., qui sont les vices humains, qui font partie de l'être, etc. Et finalement, c'est un symbole qui décrit un petit peu cet homme-là, imparfait, parce que la colonne est brisée, mais dans l'espoir que la colonne pourra se reconstruire un jour. Il y a un petit peu cette image de quête adamique, c'est-à-dire Adam et Ève qui descendent, qui font la faute, qui chutent dans le monde matériel et qui ont incessamment cette quête spirituelle pour renouer vers le divin, pour retrouver cette partie divine en eux. Et c'est tout simplement le symbole du chemin maçonnique. Il y a le coq aussi, pour terminer. Dernier symbole qu'on peut expliquer. Je ne savais pas que le coq était un symbole maçonnique. Symbole très résiduel, uniquement pratiqué en France dans certains rites, et un symbole qui est emprunté à l'alchimie et qui fait tout simplement évoquer l'éveil. Est-ce qu'il y a un but dans la franc-maçonnerie pour l'État ? Est-ce qu'il y a un but pour la société de faire avancer? Est-ce que ça sert à quelque chose, les réunions que vous faites, de travail? Tu nous expliqueras plus précisément, mais est-ce qu'il y a un but précis? Ouais. Et est-ce qu'il y a une utilité aujourd'hui? Oui, alors il y a un but et il y a une utilité. Le but du courant maçonnique général, d'accord, c'est vraiment, le seul but, c'est l'amélioration des personnes, donc des francs-maçons, d'accord, le travail sur eux-mêmes, et qu'ils puissent œuvrer par la suite, indirectement, selon leur sensibilité, comme ils le souhaitent, à l'amélioration de la condition humaine. Donc, indirectement... Améliorer la société. Améliorer la société, mais pas de manière dictatoriale, de manière individuelle pour chaque personne, librement. La franc-maçonnerie a aussi un but caritatif. Elle donne beaucoup d'argent à des associations caritatives aujourd'hui. Elle le fait évidemment dans la discrétion. Il y a vraiment un principe maçonnique qui est très fort, qui est que l'action caritative doit être discrète. Sinon, elle ne fait que rabaisser la personne qui reçoit et élever la personne qui donne. Qui paye les loges? Tu disais tout à l'heure, on se retrouve dans des temples, donc dans des endroits, donc il faut payer des loyers, j'imagine, à moins que ce soit des propriétaires, la franc-maçonnerie. Comment ça se finance? Alors, la franc-maçonnerie a un patrimoine immobilier. Souvent, elle est propriétaire des temples, pas toujours, parfois elle les loue. Comment ça se finance? Chaque franc-maçon donne une cotisation. C'est un coût associatif, donc ça varie entre 300 et 500 euros par an. Donc voilà. C'est déduit des impôts, tu peux, comme une association? Oui, si tu es en particulier, ça peut. Et du coup, voilà, ça se finance comme ça. Il faut pas croire, la franc-maçonnerie, les obédiences, comme toute association, ils font pas de profit. Voilà, il n'y a pas de but lucratif dans la franc-maçonnerie. Mais ils ont du patrimoine, ça fait des impôts fonciers. Et voilà.
Alors, on a pu aller filmer un temple. Donc, le temple, c'est où vous retrouvez. Est-ce que tu peux expliquer? Je sais qu'il y a, j'ai noté en France, environ 6000 loges partout sur le territoire national au sens large. Il y a donc 6000 loges. Là, ce qu'on va voir, c'est quoi exactement? C'est un temple, c'est une loge. Et quelle est la différence? Ouais, donc une loge, c'est juste un groupe de personnes, tu vois. Un temple, c'est vraiment le lieu physique dans lequel ils vont se réunir. Donc on va visiter, nous, un temple. On va visiter un temple, exactement. Et le temple, ça va être le lieu dans lequel on se réunit. Et donc, dans un temple, eh bien, on va retrouver... Alors, il n'y aura pas tous les symboles, d'accord? On va le visiter pendant que la loge est en pause. Mais il y aura quelques symboles. Et c'est là où eh bien, la magie se passe, où les francs-maçons se réunissent, en lieu clos, et où le rituel se profile, où toute la magie maçonnique se déroule. Est-ce que la franc-maçonnerie peut influer la politique en France? Alors, est-ce que je peux répondre franchement? La vérité, c'est que on pense que la franc-maçonnerie peut influencer la politique. Et en fait, elle ne l'influence plus du tout. Il n'y a plus d'influence de la franc-maçonnerie sur la politique. C'était le cas dans le passé. Encore une fois, si tu prends l'époque de Louis XV jusqu'aux 100 dernières années, la franc-maçonnerie a eu un impact... Il n'y a plus de rapport. Il n'y a plus de rapport. Après, il peut y avoir, j'imagine, comme partout, des gens qui connaissent des politiques, qui peuvent te faire passer des trucs, j'en sais rien, comme... Très peu. Honnêtement, aujourd'hui, il y a très peu de francs-maçons, même au sein des politiciens. Tout simplement parce que ça prend du temps. Et ma foi, peut-être que le perfectionnement moral intéresse moins les politiques aujourd'hui. Mais non, c'était juste une blague comme ça. Mais non, voilà, c'est plus quelque chose qui est à la mode au sein des politiciens. Et non, ce qui se passe, c'est que oui, une fois par an, eh bien, tu as un sujet qui est donné à certaines loges, d'accord, un sujet qui est proposé par l'Élysée, qui est donné d'ailleurs à d'autres confessions, aux confessions aussi catholiques, musulmanes, juives, etc. Et on se dit, si on a demandé aux religions, on va demander aussi aux francs-maçons. C'est discuté en loge, il y a un rapport qui est fait, et après il y a une belle cérémonie avec le président. Les gens se servent la main, le rapport est donné, le rapport finit dans un tiroir et il n'y a aucune influence qui est donnée. Voilà, c'est du symbole, encore une fois. C'est juste le président qui va à la rencontre des francs-maçons de par l'héritage du passé, et c'est purement symbolique. Si j'ai vu une rumeur sur Internet que c'était la franc-maçonnerie qui avait fait élire le président de la République, Emmanuel Macron, en le mettant partout dans les journaux, etc. J'avais vu des trucs qui passaient sur les réseaux sociaux. C'est faux, et je te dirais que les journaux ont plutôt tendance à être, quand ils le peuvent, pas anti-maçonniques, mais ils savent que la franc-maçonnerie, c'est un sujet qui va intéresser les gens, qui va vendre du papier. Donc souvent, c'est des articles un petit peu sulfureux sur la franc-maçonnerie. Les médias, il n'y a pas de contrôle maçonnique sur les médias. Question, avant de vous puissiez voir l'intérieur d'un temple qu'on a pu filmer grâce à toi. Est-ce que c'est visible de l'extérieur? Est-ce que c'est marqué temple maçonnique? Est-ce qu'il y a des panneaux? Est-ce qu'il y a une sonnette avec marqué loge à l'extérieur? J'en sais rien. Ou est-ce que c'est invisible? En France, c'est beaucoup plus discret. Par contre, les temples qu'on va voir, c'est vraiment des grands temples. Donc là, évidemment, c'est des grandes structures qui sont connues. Donc ça va être un peu plus visible. Mais en France, encore une fois, de par l'histoire du passé et des persécutions passées, les temples sont très discrets et on s'en aperçoit pas. Si quelqu'un demande de visiter, qui n'est pas franc-maçon, est-ce que tu peux emmener, je sais pas, un ami, un de tes amis, tu as des amis qui ne sont pas francs-maçons, d'autres qui le sont, est-ce que tu peux emmener visiter un mercredi après-midi, j'en sais rien, des copains? Il y a des visites qui sont prévues, qui sont ouvertes au public, c'est possible. Après, les temples ne sont pas ouverts tout le temps, d'accord. Généralement, c'est réservé pour les frères et sœurs, pour le soir. Mais oui, il n'y a pas de fermeture, on va dire, à ce point de vue-là. Après, les temples sont privés. Généralement, ils sont fermés. Mais si quelqu'un de bonne foi, on va dire, veut visiter un temple, il y a des journées qui sont prévues pour ça. C'est des journées du patrimoine où les obédiences ouvrent les temples et expliquent un petit peu la franc-maçonnerie. C'est pas, encore une fois, c'est pas une société qui est secrète. On va visiter un temple maintenant, puis on va revenir après, on va parler justement de ce qui s'y passe concrètement et ce que vous faites de manière hebdomadaire, bi-hebdomadaire, etc. Mais d'abord, regardez la visite d'un temple, du coup, franc-maçon. Donc là, tu nous as donné l'adresse, on s'est retrouvés là, il y a 2 minutes. Tu nous attendais avec l'épée, Oui. Et on est ici. Où est-ce qu'on est? Alors écoute, ici, on est dans le grand temple de la Grande Loge de France. Donc la Grande Loge de France, si tu veux, c'est une des super fédérations maçonniques en France. Tu as 3 grandes fédérations, enfin tu en as un peu plus, mais tu en as 3 principales. Et la Grande Loge de France est l'une de celles-ci. Ici,
Le grand temple, c'est quoi? En fait, c'est un endroit où les francs-maçons vont se réunir le soir pour, faire leurs travaux, pour faire la franc-maçonnerie, pratiquer la franc-maçonnerie. Donc là, c'est un temple qu'on peut visiter, qui est souvent filmé. Il y a des images de ça ou c'est assez peu ouvert? Alors écoute, là, pour ce temple-là, c'est très très exclusif parce que il est très peu filmé. Je pense que c'est d'ailleurs l'une des premières fois qui va être montré, on va dire comme ça, à la caméra. Donc là, on va rentrer dans le temple. Maintenant, tu as une épée pour protéger le temple, c'est ça? Et vous le faites vraiment, ça? Oui, tout à fait. En fait, tu as une personne dans la loge, on va dire sa charge. Son rôle? Son rôle, ouais, dans la loge. C'est ce qu'on appelle couvreur. C'est-à-dire qu'il va s'assurer que toutes les personnes qui peuvent rentrer dans le temple sont bien francs-maçons. Et donc, elle se tient là quand les personnes veulent rentrer. Et généralement, pour pouvoir rentrer, c'est là qu'intervient éventuellement, dans certains rites, la fameuse poignée de main et le mot de passe que tu dois donner. D'accord. Bon. Donc là, en l'occurrence, tu n'as pas forcément... T'en sais rien, regarde, je fais comme ça, j'essaie de... Et le mot de passe... Je l'ai pas non plus. Tu l'as pas non plus. Je l'ai pas non plus. Bon, voilà. Mais écoute, c'est pas grave parce que là, on n'est pas... on va pas ouvrir pour de vrai, on va dire, les travaux. On frappe généralement 3 fois. Et là, on peut rentrer. On te suit. C'est parti. On va visiter ce... Ah oui, donc c'est très grand. Ouais, en effet. Donc ça, c'est un des grands temples. Donc c'est un des plus grands de France? C'est un des plus grands de France, tout à fait. Tu en as des encore plus grands. D'ailleurs, on va le voir après. Mais là, c'est le temple Franklin Roosevelt. Donc Franklin Roosevelt qui était le président américain, qui était franc-maçon. Et en fait, ce temple, il a servi de refuge, tu vois, pour les Américains à l'après-guerre. Et donc, il y a eu une donation qui a été faite de la part de l'État américain. Et donc, on a baptisé ce temple-là Franklin Roosevelt par cette histoire. Et c'est la femme de Franklin Roosevelt, j'ai vu dans l'entrée, qui a inauguré le temple. Ouais, tout à fait, ouais, tout à fait. Là, on voit les symboles dont on parle dans l'émission. Oui, tout à fait. On voit le triangle avec l'œil à l'intérieur. Comment ça s'appelle déjà, tu disais? Donc le delta rayonnant, tu vois. Sur les réseaux sociaux, tu vois beaucoup, on va dire, de choses sur les Illuminati avec l'œil qui voit tout. Bon, en fait, ça vient principalement de ce symbole-là. Et comme on avait dit, symbole emprunté à la Trinité, de la Sainte Trinité chrétienne. Donc généralement en franc-maçonnerie qui représente le principe divin. Et après, dans des obédiences comme par exemple ici en France, à la Grande Loge de France, ça va être un symbole plus inclusif. Tu vois, ça peut représenter la connaissance, etc. Pas forcément quelque chose lié à Dieu. C'est le symbole qu'il y a sur les billets de dollars, je crois. Tout à fait, c'est exactement le même symbole, ouais. On reconnaît, alors il y a bougeoir, je sais pas si ça a un rapport, mais en tout cas, il y a d'avoir le compas et l'équerre. Oui. Sur le bougeoir dont tu parlais, dans le temple, tu nous avais parlé, donc on reconnaît un peu tous les symboles, tu nous as parlé aussi tout à l'heure du sol à damier, noir et blanc, et tu nous avais parlé donc souvent de 3 choses. Je sais plus comment vous dites. Le ternaire. Voilà, mais là il y a 3 colonnes, 3 bougies dessus, elles sont pas à la même hauteur, j'ai l'impression, c'est... voilà, pourquoi? Et à quoi ça sert? Je vois que c'est au milieu, donc c'est un élément central. Ça a l'air de bouger, il y a l'impression qu'il y a des roues dessous. Oui, en plus elles se déplacent. Tout à fait, ces 3 colonnes-là, c'est vraiment ce qu'on appelle ça des piliers de la loge. En fait, elles sont au nombre de 3, c'est les 3 grands principes. La force, la sagesse et la beauté. En franc-maçonnerie, tu vois, ces bougies, elles ont une importance capitale parce que on les allume, en fait, lors d'un rituel. Et lorsque elles sont allumées, ça veut dire que le rituel commence et on est hors du temps. On est dans un espace sacré. Et en fait, ces 3 colonnes-là, elles servent à ça. Elles servent à indiquer, déjà ouvrir les travaux qu'on appelle, donc l'espace sacré, et indiquer que le rituel va commencer et que les travaux vont commencer. D'accord. Moi, il y a beaucoup de fauteuils. Tu nous avais dit qu'une loge, c'était environ 30 francs-maçons. Ouais. Là, j'ai l'impression, à vue de nez comme ça, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup plus que 30, non? Ouais. C'est pourquoi il y en a autant? En fait, si tu veux, alors tu as une trentaine de francs-maçons dans une loge, mais tu peux, lors, par exemple, d'initiation ou de passage, si tu veux, d'apprenti à compagnon ou de compagnon à maître, c'est des rituels assez spécifiques, tu vas avoir d'autres frères qui vont venir d'autres loges. Invités, et qui viennent visiter la loge. Et donc, tu peux parfois avoir des soirées dans lesquelles tu as une centaine de frères qui sont conviés. Et je dis frères ici parce qu'on est dans une obédience qui est purement masculine. Mais évidemment, il y a des obédiences mixtes et féminines. Donc là, on voit tous les symboles. Et juste quelque chose que j'ai du mal
à comprendre. On a un peu un sentiment d'être dans un tribunal. On voit qu'il y a une estrade avec l'équivalent d'un bureau de juge, finalement, un pupitre, sur les côtés aussi, comme des assesseurs, les assistants des juges. Qui est derrière le grand pupitre? À quoi il sert? Qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce que tu peux nous expliquer juste le rôle de chacun? Oui, bien sûr. Donc derrière ce pupitre-là, en fait, il y a ce qu'on appelle le vénérable maître. Ça va être la personne qui va présider toute la loge. Donc qui va faire en sorte d'avoir déjà un rôle actif dans le rituel et qui va pouvoir, par exemple, donner la parole aux frères, etc. Donc c'est vraiment un peu le chef, si tu veux, qui va coordonner, le chef d'orchestre, qui va coordonner tout ça. Après, tu as différents pupitres. Donc là, tu en as un, par exemple, pour celui qui va surveiller, eh bien, les apprentis. Les apprentis, généralement, vont s'asseoir de ce côté-là et les compagnons de ce côté-là. Là, tu as une personne qui est secrétaire de la loge, qui va s'asseoir ici pour parler et donner le compte-rendu des tenues. Et là, eh bien, tu as ce qu'on appelle l'orateur de la loge qui va, eh bien, pourquoi pas faire des discours lorsqu'il y a des nouveaux frères qui viennent de rentrer, etc. Voilà, c'est vraiment l'orateur qui va prendre la parole. Et ensuite, tu as quelques places spécifiques. Donc là, ici, par exemple, tu as le frère hospitalier. Donc c'est celui qui va, tu vois, avec les petites boîtes, qui va prendre en charge, eh bien, les aumônes pour eh bien, compléter ce qu'on appelle le tronc de bienfaisance, d'accord, de la loge. La loge a un petit trésor. Faire la quête, quoi. Ouais, faire la quête. Et en l'église. ouais, un petit peu, mais qui va permettre d'avoir des actions de solidarité, tu vois. À l'échelle d'une loge, ça va être de solidarité entre des frères qui sont, peut-être en difficulté financière, etc. Et à l'échelle de l'obédience, ça va être pour des œuvres caritatives. Donc là, on est dans quelle obédience? Ouais, donc là, on est à la Grande Loge de France. C'est le nom de l'obédience. C'est le nom de l'obédience, c'est la Grande Loge de France. Et donc, tu as à la Grande Loge de France une 30 000 à peu près francs-maçons qui sont des hommes. C'est une obédience purement masculine. Toi, tu es à la Grande Loge de France? Tu es à quelle obédience? Alors moi, je dévoile pas mon appartenance obédientielle. Pour quelle raison, ça? Parce que qu'on connaît pas. Parce que si tu veux, pour comprendre, en gros, c'est que tu vois, je fais de la communication sur la franc-maçonnerie. En général, ça plaît beaucoup. Ça peut parfois ne pas faire l'unanimité, et j'ai pas envie, si tu veux, que, eh bien, au sein de mon obédience, ça devienne un peu le bureau des plaintes et comme la visibilité peut être assez grande, voilà, ça peut parfois saturer. Bien sûr. Faire des histoires pour rien. Juste avant, sur la sortie là-bas, on voit marqué Ordo ab Chao et J et B, 2 lettres. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, Ordo ab Chao, c'est une devise qui vient du latin, qui veut dire à partir du chaos, renaît l'ordre. Donc on a envie qu'il y ait le chaos pour que ça renaisse après? Non, pas du tout. Ça veut dire que tout simplement, les choses peuvent sembler d'apparence chaotiques, mais finalement, en prenant suffisamment de recul, on observe qu'il y a un magnifique ordonnancement à travers l'univers et que c'est pas lié au hasard. Avant de partir, tu vas nous faire visiter un deuxième temple ici. Qu'est-ce que c'est? Alors, le temple va être beaucoup plus grand, d'accord. Ça va être utilisé pour faire des conférences, etc. C'est là, par exemple, qu'Emmanuel Macron est venu faire son discours. Donc, il n'est pas forcément utilisé pour travailler, c'est-à-dire pour maçonner, pour faire ses rituels, etc. Mais plus pour des grands événements. Pour plancher, c'est ça que vous dites? Plancher, ça va être vraiment être travaillé. Ouais, c'est ça qu'on fait. Là, c'est plus une salle de réception qu'on va voir. Ouais, exactement, ouais. Eh ben, c'est parti, on te suit. Allez. Et donc là, on arrive dans le grand temple au soleil. Ah oui, ok. C'est beaucoup plus grand que tout à l'heure. C'est déjà grand, mais alors là... Ouais, celui-là, c'est l'un des plus grands de France. C'est le plus grand de France ou pas, d'ailleurs? Un des plus grands de France. Il y en a un qui est un peu plus grand encore. Mais celui-là est déjà très très grand. Et en fait, c'était une ancienne chapelle. Et tu vois les arcs de l'ancienne. C'est une vraie chapelle? Ah, tout à fait, ouais. Qui appartenait à un ordre franciscain. Et en fait, l'ancienne chapelle, en fait, a été coupée en quelque sorte, tu vois, sur l'horizontale. Et en fait, on est sur un étage. Et ah oui, il y a l'étage en dessous. En fait, ah oui, c'est pas le vrai sol de la chapelle. Non, tout à fait. Ils l'ont remonté. Ils l'ont remonté. C'est un sol qui a été rajouté. Et là, il y avait un orgue ou probablement quelque chose. Ouais, tout à fait, ouais. Incroyable. On peut aller là-bas. On va. On peut y aller, ouais, tout à fait. Allez, on te suit. Et donc là, on retrouve les mêmes symboles que tout à l'heure. Tu retrouves un petit peu les mêmes symboles. Tu vois, avec le fameux delta qu'on voyait tout à l'heure, avec la lune, avec le soleil. Tu n'as pas tous les symboles et tu vois, ce temple, il est surtout utilisé pour, encore une fois, faire des événements, faire des conférences, rassembler beaucoup de gens. Et donc voilà, c'est un très très beau temple et un bel espace.
Et donc c'est là qu'Emmanuel Macron est venu parler, quand il s'adresse aux francs-maçons, il est venu ici. Tout à fait. Il est venu ici cette année. Il vient parfois ici, parfois il vient dans d'autres obédiences. Et là, cette année, c'était ici qu'il a fait son allocution, juste là, derrière ce pupitre. Donc, on va vous présenter quelqu'un de très spécial. Je te présente donc le très respectable grand maître de la Grande Loge de France, Jean-Raphaël Nothomb, qui est là. Et enchanté. Bonjour monsieur. Bonjour. Merci de nous accueillir. Très heureux. Cette maison est ouverte. Vous y êtes les bienvenus. Je sais qu'il y a assez peu de caméras, finalement. Je crois que, je dis pas ton prénom, mais tu nous avais dit qu'il y a eu assez peu de caméras en bas, notamment, dans le temple. Vous faites assez peu d'émissions. Oui et non. C'est vrai que on est une tradition qui a la réputation d'être un petit peu fermée, occulte. Et il fait partie de ce nouveau mandat que j'anime, d'essayer d'ouvrir les portes. Et ouvrir les portes, c'est en particulier permettre à ce que des caméras viennent voir ce que nous avons de plus beau, ce temple par exemple, Pierre Brossolette, et puis ce que nous y faisons, puisque nous n'avons rien à cacher. Donc vous êtes les bienvenus. Ouais, merci. Quel est votre rôle pour comprendre les grades? On a essayé d'expliquer au mieux pour comprendre bien ce que c'est que la franc-maçonnerie. Quel est votre rôle, vous, en tant que grand chef, grand maître? Grand chef, on en rêverait. Il y a deux choses qui sont à dissocier. Il y a d'abord la vie dans les loges, dans lequel il y a à la fois une hiérarchie et une organisation particulière. Une loge est dirigée par ce que l'on appelle un vénérable maître, élu par ses pairs. Et puis, la Grande Loge de France, vous êtes ici au siège de la Grande Loge de France, et la bannière que vous voyez là-bas est la bannière de la Grande Loge de France. Nous sommes une fédération de loges. Nous avons environ 1 millier de loges qui sont en métropole, dans les Outre-mer et dans un très grand nombre de pays étrangers. Cette fédération de loges a à sa tête un conseil d'administration, ça s'appelle un conseil fédéral, et à la tête de ce conseil d'administration, un président qui s'appelle le grand maître. Voilà ce que je suis. Donc je suis régulièrement élu par les députés du monde entier pour être à un moment donné, et pendant un temps limité, le patron. Justement, alors, temps limité, vous dites, tu as un mandat, est-ce que c'est un quinquennat, un septennat, combien de temps? Alors, on ne fonctionne pas du tout comme dans la vie profane. La démocratie est une valeur extrêmement forte chez nous. Un homme, une voix, ou plutôt un député, une voix. Mais les mandats sont des mandats d'1 an renouvelables 2 fois. C'est-à-dire que la durée de présence du grand maître est de 3 ans maximum. Il est ensuite remplacé par quelqu'un d'autre qui poursuit cette politique, et ce depuis la création de la Grande Loge. Est-ce que quand on arrive en haut, pareil qu'on retourne en bas, qu'on redevient apprenti, comme ça on continue d'apprendre? Alors, vous pouvez avec votre caméra voir qu'il y a un siège incroyable qui est ici, qui est le siège du vénérable maître de la loge, le patron. Et il est aussi dans la loge présent pour 3 ans maximum comme patron de la loge. Et quand il a fini son mandat, il va occuper le siège qui est près de la porte et qui s'appelle le siège du couvreur. Et il est chargé d'ouvrir et de fermer la porte à tous ceux qui rentrent dans le temple. Avec l'épée? Avec l'épée, naturellement. Mais le plus important, c'est quoi? C'est qu'il est passé du grade le plus éminent dans la loge au grade le plus humble. Et ce message-là sert pour tout le monde en disant « Un jour, vous êtes puissant, demain, vous ne le serez plus, mais vous restez un franc-maçon au service des valeurs que vous défendez. » Et ce schéma de passer du plus puissant au plus humble, il est vrai à tous les niveaux de l'obédience et de la juridiction. Et c'est la raison pour laquelle, quand j'aurai fini mon mandat, eh bien, je me retrouverai près de la porte, à ouvrir la porte à vous peut-être, ou à quelqu'un d'autre, pour dire que j'ai retrouvé un rôle qui est un rôle de base. Et est-ce que vous avez une utilité pour le pays? Est-ce qu'il y a une utilité pour la société aujourd'hui? Est-ce que la franc-maçonnerie, les francs-maçons travaillent, planchent, vous dites, sur des sujets de société pour essayer d'apporter des solutions, essayer d'améliorer le monde? C'est une question fondamentale. Certaines obédiences ont vocation, et c'est légitime pour elles, à vouloir réformer les lois, par exemple, de la République. C'est pas nous. Nous, ici, au rite écossais, nous avons une particularité, c'est que nous pensons que, avant de vouloir donner des leçons au monde, faut déjà essayer de faire un peu le ménage chez soi-même. Et donc, la méthode du rite écossais est une méthode qui essaye de faire en sorte que chacun d'entre nous soit un petit peu moins mauvais ou un petit peu meilleur qu'il ne l'était en rentrant chez nous. Et qu'ensuite, à titre personnel, dans les responsabilités qu'il défend dans la vie profane, il soit capable de faire passer nos messages. Dans la vie de tous les jours, ceux qui habitent à Perpignan, à Montpellier, à Lille,
Comment est-ce qu'ils ont un impact important pour comprendre? Au travers du fait de transmettre par sa propre action les valeurs que nous représentons. Ça peut être quelque chose de tout à fait minime, c'est-à-dire avoir le souci de l'autre. Avoir le souci de l'autre. C'est quand même pas banal, ça, dans une société totalement individualiste. Et ça peut aller du geste le plus insignifiant, d'aide, de fraternité. C'est comme ça qu'on dit. Ne jamais laisser au bord du chemin quelqu'un qui est démuni. Jusqu'au geste phénoménal de donner sa vie à la place des autres. Arnaud Beltrame, vous en avez entendu parler. Les gendarmes, Très oui. Faisait partie d'une des loges de la Grande Loge de France. C'est évidemment pour nous une immense fierté que d'avoir parmi nos frères des frères de cette qualité qui sont capables d'un tel engagement qui va jusqu'au péril de leur vie, en l'occurrence pour le colonel Beltrame, sa vie à lui. on savait une dame, pour expliquer, voilà. Il a choisi, dans le cadre de ses fonctions de gendarme, d'échanger sa propre personne contre une otage qui était prise dans ce supermarché qui était à Trèbes, dans le sud de la France, et il a été en tant qu'otage exécuté. C'est un moment d'héroïsme incroyable. Et se trouve pour la petite histoire que j'ai eu, à l'époque, j'étais ce qu'on appelle grand orateur, c'est-à-dire l'équivalent de ministre de la Justice de cette obédience, et j'étais ici même, derrière vous, et c'est moi qui ai eu cet immense honneur que de prononcer l'éloge funèbre d'Arnaud Beltrame. Et pour nous, c'est évidemment un message incroyable de dire chacun d'entre nous peut, soit de manière solennelle, soit de manière insignifiante, dans la vie de tous les jours, participer un peu au fait que l'humain ne soit pas perdu de vue. Merci de nous avoir ouvert les portes. Mais vous êtes là quand vous voulez, puis peut-être, qui sait, un jour, vous nous rejoindrez. Merci, messieurs. Et donc voilà, comme ça on a pu voir l'intérieur. Merci en tout cas de nous avoir ouvert les portes et d'avoir fait en sorte que... qu'est-ce qui s'y passe à l'intérieur concrètement quand vous vous réunissez? Qu'est-ce que vous faites? Alors, quand on se réunit, concrètement, il faut voir ça, un rituel se produit, d'accord? On pratique un rituel. Alors, qu'est-ce que c'est un rituel? C'est un peu une pièce de théâtre où tout le monde va être acteur de cette pièce-là. Il y a des échanges de paroles qui vont être faits, de personnes, on va dire, bien distinctes, et parce que des messages et des symboles vont apparaître. Et après cette pièce de théâtre-là, eh bien, des sujets sont traités, surtout en France. On appelle ça des planches. Donc une planche, c'est quoi? C'est un travail que va préparer un ou deux frères, d'accord, sur un sujet. Ça peut être un symbole ou un sujet moral, voilà. Comme quoi, par exemple? Eh bien, alors, pour le coup, sur n'importe quel symbole maçonnique, l'équerre, le compas, etc. Ou ça peut être aussi des sujets qui vont toucher donc la morale, comme l'humilité, le pardon, etc. Donc des sujets un peu, voilà, qui dépassent un petit peu, que ce soit des sujets, ça va complètement dépasser la religion ou la politique. On va pas parler de ça. Dans certaines loges, par contre, il peut y avoir des sujets qui vont toucher des sujets sociétaux. Ça peut arriver. Sur l'actualité, ce qui se passe? Sur l'actualité, ça peut arriver dans certaines loges. C'est pas toute la franc-maçonnerie, et généralement, dans le monde, dans la franc-maçonnerie mondiale, c'est interdit. Mais en France, encore une fois, c'est une particularité à la France et à la franc-maçonnerie un peu continentale en Europe. Il peut y avoir ces sujets-là. Est-ce que ça vous aide quand, dans la loge, tu as une trentaine de personnes, tu as, je sais pas, un médecin, un juge, je sais pas, un chef d'entreprise, et toi, tu as un enfant, est-ce que tu peux dire, tiens, prends-le en stage, s'il te plaît? Est-ce que ça sert aussi à ça? C'est-à-dire que ça fait un réseau de frères? Ça peut s'aider? Dans le bon sens du terme, pas forcément négatif, hein. Écoute, s'aider, c'est pas négatif. Disons, ouais, non, s'aider, c'est pas négatif. Je te dirais que c'est, alors, ça peut parce que tu crées des accointances, d'accord, parce que tu crées des amitiés avec des gens, etc. Et donc ça devient des amis. Mais comme si tu fréquentais, par exemple, un club de tennis ou un club de golf, tu vois, c'est pareil. Après, une personne qui fait des demandes sur le professionnel, etc. C'est quelque chose qui est très mal vu en franc-maçonnerie. Et généralement, voilà, quand c'est flagrant, ça pousse à l'exclusion dans n'importe quelle obédience sérieuse. C'est quelque chose qui est mal vu en maçonnerie de demander parce que ça veut dire que t'es pas là, en fait, t'es juste là pour des raisons, on va dire, affairistes ou des motifs qui sont pécuniaires. Est-ce que c'est vrai que quand tu es apprenti, tu dois te taire? Dans certains rites. Dans certains rites made in France, on va dire, l'apprenti se tait, c'est-à-dire qu'il ne parle pas pendant le rituel maçonnique. Évidemment, il a droit à la parole avant et après, etc. Mais c'est plutôt un symbole, surtout un symbole d'écoute.
un symbole de L'apprentissage. Ouais, l'apprentissage. Tu sais, quand tu dialogues avec quelqu'un ou que tu débats avec quelqu'un, il y a toujours cette fâcheuse tendance à préparer un petit peu son argument et de pas écouter l'autre. Ben justement, le fait d'être silencieux et d'écouter, et de forcer un petit peu ce silence, ça apprend d'abord l'écoute et ensuite l'introspection. Vous avez les agapes après la tenue, donc quand vous vous retrouvez, la réunion, on va dire. Vous avez les agapes. Qu'est-ce que c'est que les agapes? Alors, les agapes, du grec agapé, donc amour fraternel, c'est tout simplement un dîner dans lequel on va se retrouver. Il faut voir ça comme un espèce de banquet avec des grandes tables où on dîne ensemble après notre réunion, après nos rituels, etc. C'est un moment chaleureux, c'est un moment convivial. C'est là où tu vas nouer des liens d'amitié, des liens fraternels avec tes frères ou avec tes sœurs dans des loges mixtes. Et voilà, et donc on mange, on dîne, et on parle, et on sympathise. Ça aime bien manger, le franc-maçon? Ouais, tout à fait, ouais. On aime bien la bonne nourriture, on aime bien le bon vin. D'ailleurs, on a des mots pour la nourriture, on a des mots pour le vin. Il y a un vocabulaire franc-maçon. Hein. Ouais, tout à fait, un vocabulaire franc-maçon. J'avais noté, alors, je vais en donner 2-3 si tu veux bien. Ouais, je t'en prie. Le verre, vous dites le canon. Ouais. Bon, ça, c'est assez... Alors, le canon, si tu veux, ça vient des militaires. On va boire un canon, ouais, voilà. On va boire un canon, ça vient des militaires. En fait, sous Napoléon, il y avait beaucoup de militaires qui étaient francs-maçons, énormément. Et donc, ils ont amené un jargon lié à, on va dire, aux loges militaires. Et donc, tu as le verre qui est le canon, le vin qui va être la poudre forte, la poudre pour remplir le canon. Et ensuite, tu as par exemple le couteau qui va être le glaive, la fourchette qui va être la truelle, le plat qui va être le mastic. Vous dites ça? Alors, passe-moi le mastic, non? On le dit à un moment très particulier. Souvent, c'est dans ce qu'on appelle le banquet de la Saint-Jean d'hiver. On a 2 fêtes importantes en franc-maçonnerie, qui sont les 2 Saint-Jean. Saint-Jean étant un peu le patronyme de la franc-maçonnerie. Donc les 2 Saint-Jean, donc la Saint-Jean l'Évangéliste en hiver et Saint-Jean le Baptiste en été. Et lors du banquet de la Saint-Jean d'hiver, on utilise ce jargon-là. La poudre forte, c'est le vin, et la poudre faible, c'est l'eau. Quand vous buvez, vous dites tirer. Ouais, tirer une canonnée, ouais, tout à fait. C'est boire un coup, quoi. Tirer une canonnée, en fait, tu as carrément quelque chose d'assez rituel dans le fait de porter une santé. Dans chaque banquet, on porte des santés, une série de santés qui sont dictées, etc. Tout le monde se lève dans un processus qui est bien clair. Et ouais, c'est assez impressionnant à voir. Vous dites, pour dire qu'une personne est décédée, vous dites il est passé à l'Orient éternel. Oui. Ça, vous le dites vraiment? Oui, tout à fait, on le dit vraiment. Oui, c'est une manière de dire qu'une personne est décédée. C'est un petit peu poétique. Elle a rejoint l'Orient éternel. L'Orient, pour nous, c'est quelque chose qui est très important parce que l'Orient, c'est l'Est. Le soleil se lève à l'Est. Et donc, l'Orient va être le symbole de la lumière. Et la lumière, c'est quelque chose d'important en franc-maçonnerie. C'est un travail de grande valeur. Vous dites c'est un morceau d'architecture écossais. J'ai enrichi ma réflexion. Vous dites j'ai gagné mon salaire. Ouais. J'ai compris, quoi, en gros. J'ai gagné mon salaire. Vois ça, c'est une référence aux bâtisseurs. Hein. Tu sais, les bâtisseurs, avant, gagnaient leur salaire de leur journée de travail. Et donc, gagner son salaire, ça veut dire, j'ai vraiment enrichi ma réflexion. J'ai gagné mon dû, c'est-à-dire, j'en ai eu pour mon argent, entre guillemets, lors de cette tenue. Une dernière, vous dites, au lieu de dire j'ai fini de parler, vous dites j'ai dit. Ça arrive, surtout en France, et c'est très éloquent. J'ai dit. Comment vous vous reconnaissez entre vous, les francs-maçons? Est-ce qu'il y a, il y a quelques temps, on fait une vidéo avec un membre de l'équipe qui dit moi je crois que je connais un symbole, et il nous avait montré en direct une poignée de main où on mettait en fait en gros un peu l'index un peu plus loin. Et voilà. Est-ce que ça c'est une poignée de main pour se reconnaître entre francs-maçons, ou c'est pas vrai? Alors c'est pas vrai. En plus, la poignée de main, je peux pas la faire tout seul. Elle est mauvaise. C'est pas comme ça. Donc, il y a un truc dans la poignée de main, alors? Alors, il y a des poignées de main, mais elles sont juste utilisées pendant le rituel. Et c'est encore une fois un symbole, et on va jamais utiliser ça dans la vraie vie. Ça se verrait? Mais c'est pas que ça se verrait, c'est que ça ferait vraiment bizarre. Et en plus, c'est difficile, on va dire, de vraiment discerner une poignée... On va dire une poignée de main normale, d'une poignée de main maçonnique, et c'est vraiment très léger. Et en plus, elle diffère d'un rite à l'autre. Et c'est pas les 2 doigts le plus loin possible sur le poignet? Non, ça c'est pas vrai. Ça c'est secret? C'est secret parce que c'est des moyens qui font partie du rituel.
Mais bon. Alors comment vous pouvez vous reconnaître? Est-ce qu'il y a des phrases, des mots? Ouais, il y a des phrases. Il y a des phrases. Mais après, tu peux le sentir que quelqu'un est franc-maçon. Moi, à chaque fois, Tu le sens comment? À sa manière de parler, à sa manière d'écouter, aux mots qu'il utilise, à certaines allocutions qu'il peut faire. Tu vois, tu as des rites des rites maçonniques, c'est-à-dire des versions de la maçonnerie, où tu apprends des rituels par cœur. Et c'est très long à apprendre. Et forcément, il y a des tournures de phrases que tu peux ensuite retrouver, tu vois, dans la manière de parler. Et donc, tu peux parfois percevoir des tournures qui sont maçonniques. Moi, parfois, quand j'entends certains discours de personnes ou quoi, j'arrive à voir certaines tournures qui sont directement issues d'un rituel. Est-ce qu'il y a quelque chose, vestimentairement parlant, qui peut vous différencier, sans dire quoi? Non, généralement, il n'y a pas de... On est dans la discrétion en franc-maçonnerie, surtout en France. Et donc, tu vas pas forcément mettre des éléments maçonniques. Tu vas pas arriver comme ça. Je vais pas arriver comme ça dans un café, clairement. Non, moi, parfois, j'arrive à le deviner, encore une fois, dans la manière de parler, dans les tournures de phrases, dans sa manière d'écouter, les sujets qu'il peut aborder aussi. Et puis après, il y a des échanges de paroles, des questions-réponses qui peuvent te mener à penser que... Et là, après, quand on se reconnaît, ah ben oui, tu es d'où, etc. Et voilà. Je veux qu'on parle d'un sujet aussi, c'est la justice maçonnique. Ça, je ne savais pas que ça existait. Est-ce qu'on peut être radié des francs-maçons? Est-ce qu'un franc-maçon, s'il fait une bêtise, je ne sais pas laquelle, tu peux nous expliquer d'ailleurs, comment est-ce qu'il peut être sorti des francs-maçons? Est-ce que ça a un rapport avec la justice française ou de chaque pays? Oui, alors tout à fait. Il y a une justice maçonnique. Ça peut avoir rapport avec la justice française. C'est-à-dire que si une personne est condamnée pour un délit ou un crime dans la justice civile, la justice maçonnique embarque et elle fait une enquête pour savoir s'il y a motif de radiation au sein de la franc-maçonnerie. Les critères vont pas être exactement les mêmes. En franc-maçonnerie, la justice maçonnique, elle va plus se baser sur la morale, sur la moralité. Alors que, en France, on est plus sur le droit civil, écrit, etc. Je vais donner un exemple. Imaginons, tu prends quelqu'un qui est indépendant, un ouvrier, qui a commis un délit parce que à cause de la TVA, je sais pas, ou qu'il n'a pas déclaré, etc. Et que parce qu'il n'était pas dans les papiers, il a du mal à tenir son administratif, etc. Bon, il va être condamné sur la justice civile. Justice maçonnique, il n'y a pas de faute morale en soi, donc il n'y aura pas d'exclusion de la franc-maçonnerie. Par contre, à l'inverse, si tu as des crimes par exemple ou des délits en col blanc, si je puis dire, où le mec a réussi à magouiller, pour détourner un petit peu la justice civile, il n'y a pas eu de condamnation, eh bien la justice maçonnique peut embarquer et peut demander une exclusion parce qu'il y a eu faute morale, pour le coup. Mais même s'il y a le pardon dont tu parlais avant, la colonne cassée, le fait d'essayer de ramener les gens sur le droit chemin plutôt que de les... Ouais, tout est du cas par cas, et après avoir les intentions sincères de la personne, où est-ce qu'il en est dans son cheminement, et ça se voit, et c'est pour ça qu'il y a une justice maçonnique qui en parle, qui embarque pour voir s'il y a eu une faute morale et s'il y a eu compréhension ou non de cette faute-là. Comme tu disais que tu pouvais te révéler ou pas, toi tu as un compte Instagram, donc j'imagine que tes amis le savent. Est-ce que tu as que des amis francs-maçons, entre guillemets, puisque tu as fait beaucoup de contacts là-dedans, ou est-ce que tu as des amis qui ne le sont pas et qui n'ont pas envie d'en être, mais qui sont intéressés quand même par ce que tu racontes? Oui, tu sais, la majorité de mes amis sont pas francs-maçons, ont pas envie de devenir francs-maçons, et ça reste mes amis. Alors ils savent que je suis franc-maçon parce que je communique sur la franc-maçonnerie, donc sur les réseaux sociaux, donc même quelqu'un qui a pas Instagram, souvent tu sais, les gens plus âgés, ils sont sur Facebook, sur YouTube, etc. Ils me voient quand même, donc bon. Par contre, moi c'est pas quelque chose que je cache. Mais si tu veux, il y en a certains qui peuvent le cacher. À l'époque, c'est pour ça que je te dis, il y a vraiment un culte du secret du passé. À l'époque, il était conseillé dans les années 80 aux francs-maçons de ne pas le dire à sa femme. Waouh. Tu as plein de gens qui m'écrivent sur les réseaux sociaux en me disant « J'ai appris au décès de mon grand-père qu'il était franc-maçon parce que j'ai retrouvé ça. Est-ce que tu peux me dire ce que ça signifie, etc. » Tu vois, il y en a plein. Parce qu'il y a vraiment eu ce traumatisme d'après-guerre. Moi, c'est pas quelque chose que je cache. Généralement, auprès de nos proches, c'est pas quelque chose qu'on cache. C'est quelque chose qui est divulgué. Après, il y a un souci de discrétion pour la plupart des gens. Est-ce qu'il y a des grands dirigeants ou des rois qui ont été francs-maçons en France? Oui, il y en a eu. Napoléon, est-ce qu'il était franc-maçon? Alors, Napoléon, il n'était pas franc-maçon.
disons que la philosophie, c'était pas son truc. Et puis en plus, il avait pas le temps. Par contre, ce qu'il a fait, il a été intelligent. Il a vu que la franc-maçonnerie, ça touchait vraiment les élites. Il s'est servi de la franc-maçonnerie pour la faire briller, au contraire, mais pour s'en servir comme outil de propagande, de contrôle, de surveillance sur toutes les élites de l'Empire. Donc, il a nommé ses frères et sœurs grands maîtres et grandes maîtresses à la tête de toutes les loges. Donc, Caroline Bonaparte, à la tête ce qu'on appelle des loges d'adoption, qui est les loges féminines. A pris la tête de la franc-maçonnerie, quoi. Tous ses frères, Lucien, Joseph, enfin tous les frères, on va dire, même son père était franc-maçon, même sa femme était franc-maçonne, Joséphine de Beauharnais. Il les a nommés donc à la tête des loges. Elles avaient le rôle de insuffler les idées de l'Empire et de surveiller les élites pour éviter les renversements. Tu vas me dire si ces gens, je vais te citer, sont... on dit franc-maçon ou franc-maçonne, tu m'as dit? Franc-maçon et franc-maçonne. Donc si ces personnes sont franc-maçonnes, du coup. Alors tu vas me dire si ces personnes sont franc-maçonnes. Buzz Aldrin, qui était astronaute, est-ce que... Je te parle de notoriété publique, est-ce qu'ils l'ont dit ou pas? Parce que voilà, ouais. On a pris des noms au hasard un peu de gens qui ont fait des choses exceptionnelles. Alors, franc-maçon, et là pour le coup c'est public. Tout ce qui est public, de toute façon, on peut le dévoiler, il n'y a pas de souci avec ça. Barack Obama, le président. Pas franc-maçon à ma connaissance. Tom Hanks. Je pense pas qu'il soit franc-maçon. En homme politique français, est-ce qu'il y a aujourd'hui un grand homme politique français qui a été ou qui est franc-maçon, qui est connu et qui l'a dit? Alors, qui l'a dit, oui, il y en a un, c'est Mélenchon. Voilà, c'est le seul qui s'est dévoilé publiquement à ma connaissance dans les hommes politiques français. C'est-à-dire qu'il l'a dit de lui-même? Ouais. C'est officiel? Il l'a écrit dans un livre public, donc voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas de souci à dire, on va dire que... Oui, tu ne trahis pas de secret. Non, on ne trahit pas secret, non. Est-ce que toi, tu as déjà vu un homme politique, je ne sais pas comment ça se passe, tu sais, vos réunions, est-ce que, à un moment donné, on t'enlève un bandeau et tu découvres les gens de ta loge, tu disais une trentaine, est-ce que tu as découvert des gens connus ou est-ce que vous faites des réunions à Paris et tu as déjà vu des hommes politiques connus, sans dire les noms, pareil, mais est-ce que ça t'est déjà arrivé d'être surpris? Non. Ça m'est pas arrivé. J'ai déjà vu des hommes politiques, oui, ça peut arriver, qui étaient connus dans leur région, on va dire. Mais voilà, il faut pas se faire d'idées. Tu sais, les hommes politiques, même ceux qui... parce qu'il peut y en avoir quelques-uns qui ont été initiés. La franc-maçonnerie, voilà, ça demande beaucoup de temps. Et généralement, aujourd'hui, les hommes politiques ils ont on va dire, une quantité de gestion qui est tellement énorme que souvent, voilà, ils ont juste pas le temps de venir en loge. Un Vladimir Poutine, un Donald Trump? Alors, je pense pas que ni Vladimir ni Donald Trump soient francs-maçons, là, pour le coup. La Russie a laissé la franc-maçonnerie, mais encore une fois, sur surveillance. Vladimir, il a un petit peu le réflexe napoléonien, pour le coup. Et Donald Trump, il a très bien compris, de toute façon, que les États-Unis avaient une tradition maçonnique, il n'y a pas de problème avec ça. Jay-Z, est-ce qu'il est franc-maçon? À force de faire tous ces symboles? Je pense pas, non, je pense pas. Je pense pas, et encore une fois, les symboles qu'il peut faire, c'est du marketing pour sa marque à lui. Est-ce que François Hollande, par exemple, Nicolas Sarkozy, Emmanuel Macron, est-ce qu'il y en a un qui a été franc-maçon? Alors là, tu m'as cité les présidents, on va dire, de la Ve République. Les derniers. Ouais, on va dire, aucun président de la Ve République n'a été franc-maçon, sauf peut-être un. Mais bon, voilà, on n'est pas sûr. D'accord. Merci en tout cas de nous expliquer ça. Il y a Walt Disney, j'ai vu aussi. Ça, c'est vrai? Ouais, tout à fait. Walt Disney est franc-maçon. Et d'ailleurs, je sais pas si tu as remarqué, mais là, on retrouve les gants blancs de Mickey. Mais non. Ouais. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Mickey a des gants blancs. Mais ouais. Tu rigoles. Ouais. Voilà, c'est pourquoi ça explique... Oui, Mickey a des gants blancs avec 3 doigts, par contre. Ouais, Alors, Mickey a des gants blancs avec 3 doigts et aussi les 2 grandes oreilles, les 2 astres, le soleil et la lune, qui sont des symboles empruntés aux traditions païennes et qu'on retrouve aussi en maçonnerie. Et après, les gants blancs, donc voilà pourquoi on les voit dans Disney. À la base, les gants, c'était vraiment un symbole d'égalité. C'était pour mettre tout le monde sur un piédestal à l'époque. Aristocrates, nobles et bourgeois, parce que tout simplement... Sur un pied d'égalité, tu veux dire? Sur un pied d'égalité, parce que ça permettait de cacher les chevalières, les nobles. Et ça accommodait bien, de toute façon, les aristocrates, parce qu'ils avaient l'habitude de porter des gants blancs. Parce qu'il y avait les bourgeois et les nobles qui n'étaient pas les mêmes. Exactement. C'était pour pas les différencier, en gros. C'était pour que, il y avait des distinctions sociales très fortes avant. Il y avait vraiment les aristocrates en haut et les bourgeois qui n'avaient pas de titre de noblesse. Mais en fait, le symbole, c'était qu'en loge, quand les gens rentrent, ils étaient frères et ils étaient sur un même pied d'égalité. Et donc, on mettait des gants pour cacher le chevalière, on mettait des écharpes comme ça pour cacher les baudriers des épées. Tout le monde portait une épée, parce qu'avant, seuls les nobles avaient le droit de porter une épée. En loge, tout le monde portait une épée, et donc on créait une égalité vers le haut. Tout le monde était aristocrate en loge.
C'était la symbolique. Est-ce que l'Élysée consulte parfois les francs-maçons sur des questions de société? Alors, pour certaines questions, en fait, ce qui se passe, c'est que l'Élysée, elle a besoin d'une caution morale, d'accord, d'une caution intellectuelle. Et donc, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va demander, généralement aux institutions religieuses, leur avis sur cette question-là, et elles vont le demander aussi aux francs-maçons. Donc, sur certains sujets, elle va demander donc des questions. Donc, les questions, elles sont étudiées dans les loges maçonniques. Donc, chaque loge travaille sur ce sujet-là. Pas toutes les loges, hein. Certains courants de la franc-maçonnerie vont travailler sur ces questions-là. Et à la fin, un rapport est rédigé. Ce rapport est donné à l'Élysée lors d'une belle cérémonie. Tout le monde se serre la main, etc. Ce rapport finit dans les tiroirs de l'Élysée. Honnêtement, il n'y a pas d'influence qui est faite là-dessus. C'est juste qu'au moins, l'Élysée a dit, bah voilà, nous avons demandé aux confessions. Elles ont donné leur validation ou pas là-dessus. Ça nous donne une caution, nous, pour cette action-là. En fait, ça sert à rien de consulter, mais ils le font. Et ça sert pas à rien, mais au moins, ça leur donne une caution de dire, bah voilà, on n'a pas fait ça tout seul dans notre coin. Comme c'est quelque chose qui régit, on va dire, la société d'un point de vue quasi philosophique. La dernière question, par exemple, c'était sur la fin de vie. Et là, il y a eu d'ailleurs des articles qui ont dit que les francs-maçons ont mis en avant cette loi sur la fin de vie, sur l'euthanasie, etc. C'est pas du tout vrai. Je te dirais même, la franc-maçonnerie, pour laquelle, généralement, la croyance en Dieu, en tout cas dans cette famille-là, est requise, ils sont pas trop pour la fin de vie et l'euthanasie. Donc, et encore une fois, c'est mitigé. Mais bref, sur ces grandes questions philosophiques de société, l'Élysée a besoin d'une caution morale. Et donc, elle va demander l'avis aux confessions religieuses, catholiques, juifs, islam, et aussi elle va le demander aux francs-maçons. Et donc, voilà ce qui se passe. Les gens, ils pensent qu'il y a toute une influence, etc., sur les lois. C'est pas vrai, c'est purement symbolique. C'est tout simplement le président qui demande l'avis et qui ensuite fait une belle soirée en commémoration de l'héritage du passé maçonnique. Est-ce que sur un monument français, on peut voir un symbole maçonnique, un peu caché ou pas d'ailleurs, mais que tout le monde ne connaît pas? Ouais. Tu en as sur le frontispice de l'Assemblée nationale. Alors le frontispice, c'est ce qu'on voit dans l'espèce de triangle du temple, hein, entre guillemets, de l'Assemblée nationale. Tu as une personne tenant d'un côté un compas et de l'autre côté, tu as une autre personne qui tient une équerre. Tu as aussi le palais Iéna, où tu vois des mosaïques qui sont superbes et qui représentent une symbolique ou des mythes maçonniques. Tu en as, honnêtement, des symboles maçonniques, tu en as énormément dans Paris. Et c'est assez amusant d'ailleurs de pouvoir les retrouver. Il y a une loge qui a fait scandale à l'époque en France, dans les années 60-70, qui était accusée d'influencer la politique. C'était la loge Athanor, ça te parle? Oui. Ça existe plus, ce genre de loge-là? Non, mais ça existe plus et c'est vraiment, on va dire, une exception qui a existé, c'est malheureux. Il faut bien prendre en considération que la franc-maçonnerie, durant les 60 dernières années, il y a dû avoir à peu près 10 millions de francs-maçons qui se sont succédés. Sur les 10 millions de personnes, bien évidemment, tu auras des crapules, ça va arriver, mais ça reste des exceptions et on en fait, on va dire, toute une histoire et les médias, évidemment, s'emparent de cette histoire-là. Il faut savoir, par exemple, que tu as la loge Athanor et tu as aussi une autre loge qui fait un gros scandale en Italie, c'est la loge P2. Je pensais que la loge P2 avait fomenté l'assassinat du pape. La loge P2, évidemment, il y a eu des réseaux mafieux dans cette loge-là, mais c'était une loge. Et en plus, lorsqu'elle est devenue mafieuse, elle n'appartenait plus à la franc-maçonnerie. Elle s'est fait exclure. Et évidemment, la loge Athanor, dès qu'il y a eu ces scandales-là, elle s'est fait exclure de facto. Ça, c'est évident. Donc, tu vois, il y a des scandales, mais parce qu'il y a des scandales dans toute organisation humaine. Et la franc-maçonnerie, ne peut pas être imperméable à tout ça sur des millions de personnes. Mais on espère que le ratio sera beaucoup plus faible quand même. Quelle est la différence? Est-ce qu'il y a des mariages et des enterrements maçonniques? Tu as des rituels, pour un enterrement maçonnique. Tu as aussi des rituels de mariage, ça peut arriver. Moins courant en France, plus courant en Angleterre, aux États-Unis. Mais ça peut se faire, tout à fait. Tu as des rituels qui sont écrits par ça. J'étais dans un cimetière il y a quelques temps et j'ai vu juste un compas sur une tombe. Il n'y avait même pas de nom. Ok. Je ne sais pas si c'est un rapport. J'imagine que oui. Peut-être. Alors, probablement. Généralement, le compas, c'est une référence qui est quand même assez forte.
Pas de nom, ça peut être une commémoration. Il n'y a pas de rituel lié à ça spécifiquement. Je sais pas si c'était un truc des francs-maçons de pas mettre le nom, justement. Pas forcément, non. Il y a peut-être une symbolique derrière pour le franc-maçon qui a voulu le faire. Mais non, il n'y a pas de, on va dire, de choses spécifiques sur le nom. J'ai 2 dernières questions. Comment tu as annoncé à ta famille que tu étais franc-maçon au reste? Est-ce que tu as annoncé à un dîner? Est-ce que tu l'as dit? Est-ce que tu t'es dévoilé? Écoute, alors ça dépend du côté de la famille, du côté paternel, ça s'est fait assez naturellement, puisque c'était un de mes cousins qui m'avait introduit en franc-maçonnerie, et donc voilà, tout le monde le savait, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. De l'autre côté, tu vois, c'est plutôt, on va dire, je suis issu d'un milieu plutôt, je dirais, catholique, traditionnel, aristocrate, et là, il a fallu un peu plus expliquer. Il y a beaucoup de préjugés, surtout, tu vois, auprès des familles. Voilà, plutôt catholique, parce que le catholicisme, le Vatican a dénoncé la franc-maçonnerie assez fermement, et donc il y a des croyances qui se sont accumulées, etc. À l'époque, l'aristocratie entière fréquentait les loges, à l'époque. Voilà, aujourd'hui, ça s'est perdu, et donc il a fallu être un peu plus pédagogue, j'ai envie de dire, de ce côté-là. Et donc, on parlait tout à l'heure, tout début d'émission d'ailleurs, du rapport pendant la Deuxième Guerre mondiale. Pour terminer l'émission, j'ai appris donc, que les nazis ont recherché les francs-maçons en pensant que vous aviez le Graal et donc l'accès à la fontaine de Jouvence. Ça, c'était Himmler qui croyait ça, qui a convaincu Hitler de ça. Et donc, il y en a qui ont été déportés en camp de concentration. Et donc, ça, c'est pas une rumeur. Il y a eu des loges maçonniques qui ont été faites dans les camps de concentration parce qu'ils ont été déportés et ils se retrouvaient entre eux pour continuer, en fait. Oui, tout à fait. Alors, Himmler, c'était un ésotériste un peu fou. Il n'avait pas convaincu Hitler. Hitler, il s'en foutait, il n'y croyait pas. C'est juste qu'Hitler, il voyait un peu une menace, tu vois, de réseau chez les francs-maçons. Il ne voulait pas que ça s'organise contre lui. Mais oui, du coup, les francs-maçons ont tous été déportés. Toutes les archives maçonniques ont été... les nazis se sont emparés, ou le régime de Vichy s'est emparé des archives. Et dans les camps de concentration, il y a eu des loges qui se sont profilées, qui ont perduré, parce qu'il y avait des frères qui se reconnaissaient. Et donc, il y a un livre d'ailleurs qui explique ça. Et dans ces loges-là, il y a eu des frères qui, dans le chaos le plus absolu, dans la misère la plus horrible, ont fait des tenues maçonniques pour garder espoir. Parce que pour eux, des équerres qu'ils faisaient avec une craie ou un compas qui traçaient un peu avec leur sang, ça avait une symbolique particulière, ça les réconfortait, ça leur donnait de l'espérance. Et c'était exactement ce qu'ils avaient besoin à l'époque. Ouais. Ça fait 12 ans maintenant que tu es franc-maçon. Qu'est-ce que ça t'a apporté, pour terminer ? Je te dirais que c'est beaucoup plus de stabilité, beaucoup plus de recul sur le passé, sur des blessures d'avant. T'es guéri, tu veux dire ? Ouais, on guérit jamais entièrement, mais en tout cas beaucoup plus cicatrisé. Et puis aussi une confraternité, des personnes bienveillantes, des personnes inspirantes, des exemples. Et donc, si tu veux, une sorte de guide moral. Un rappel un petit peu à la morale, au respect de l'autre, au don de soi aussi. Et vraiment quelque chose qui m'a aussi le plus marqué, c'est vraiment ce côté sacré du travail. Franc-maçonnerie, le travail, c'est quelque chose, le travail symbolique, vraiment le travail qu'on fait. Le tablier ? Le tablier, symbole du travail, parce que le tailleur de pierre va travailler dans la carrière. Le travail est quelque chose d'extrêmement important et finalement a une dimension sacrée en franc-maçonnerie. Et finalement, le travail, ça va être ce que tu veux donner au monde, ce que tu veux donner à la société, ce que tu veux livrer. Et il y a une dimension de don de soi, de sacrifice, qui est un peu sacrée avec ça. Et cette dimension-là, qu'on n'a pas au début sur le travail, qu'on voit comme quelque chose de contraignant, etc., tout à coup, on lui donne du sens. Quand on donne du sens à l'action et du sens à ce qu'on veut donner aux autres, eh bien là, finalement, il y a une dimension sacrée qui s'ouvre. Et je pense que c'est une des clés du bonheur. Le travail, c'est sacré ? Ouais. C'est une phrase. Tout à fait. C'est un adage. Tu resteras franc-maçon toute ta vie ? Oui, je pense que oui. Je vais rappeler, si vous voulez suivre, le franc-maçon, parce que j'ai pas ton prénom, en tout cas officiellement, donne pas à l'antenne. Si vous voulez suivre le franc-maçon, donc c'est le nom de ton compte, tout simplement, sur Instagram, sur TikTok, t'es sur d'autres réseaux ou pas d'ailleurs ?
Alors Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, Thread, et puis ce que je fais aussi, c'est que j'écris des parutions, donc sur des questions que les gens se posent, sur voilà, qu'est-ce que la franc-maçonnerie, découvrir la franc-maçonnerie, comment devenir franc-maçon, comment entrer en franc-maçonnerie. Donc voilà, j'essaie un petit peu aussi de démystifier la franc-maçonnerie, donc les gens peuvent trouver des questions pour permettre de répondre à des questions qu'ils ont. Tu as des centaines de milliers de gens qui te suivent sur les réseaux sociaux, donc je mettrai tous les liens sur, voilà, si vous voulez le suivre, peu importe le réseau, dans la description de cette vidéo sur YouTube, si vous nous suivez sur YouTube. Merci de liker la vidéo, les gars. N'hésitez pas aussi, si vous voulez bien, à mettre des commentaires pour nous dire ce que vous en avez pensé. C'est des réactions aussi. Tu les liras, les commentaires, voir aussi? Oui, avec plaisir, ouais, bien sûr. Ouais. Vous pouvez mettre la petite cloche pour être au courant des prochaines sorties, mercredi, vendredi, dimanche, 3 interviews ou documentaires sur Légendes, et puis en podcast audio aussi sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Podcast. Merci de faire de Légendes, premier podcast de France. Mettez-nous 5 étoiles si vous voulez bien sur les plateformes, ça nous aide beaucoup sur le référencement. Et dans la description sur les plateformes de podcast audio, je vous mettrai aussi les liens du franc-maçon. C'est dur de pas dire un prénom quand on le connaît. En tout cas, merci, tu en es super bien sorti. C'était pas trop dur de parler, c'est parce que c'est pas facile faut choisir tes mots en fonction. Tu sais que tu vas être regardé par par beaucoup de gens, donc j'essaie de pas forcément utiliser des mots trop. Non mais trop en dire, pas assez. Ouais, aussi, ouais. Il y a aussi cet équilibre-là, ouais. Il y a des choses qu'on dévoile pas, il y a des choses qu'on peut, etc. Vous contactez parfois des gens pour devenir franc-maçon? Est-ce que parfois, toi, ça t'est arrivé d'aller voir quelqu'un en disant est-ce que ça t'intéresserait de rentrer? Oui, tout à fait. Ça m'arrive, et d'ailleurs, c'est comme ça que la franc-maçonnerie généralement grandit. C'est parce que on vient nous chercher, il y a une personne qui a vu un potentiel, une interrogation, une certaine curiosité sur quelque chose. Et donc là, moi, ça m'est déjà arrivé de proposer à des gens de rentrer en franc-maçonnerie, et il y en a qui sont rentrés. Merci beaucoup. Je t'en prie. Merci à toi. J'ai pas senti de doigts qui ont appuyé sur ma main. C'est ça, d'ailleurs j'aurais dû enlever mon gant, mais... Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous, de nous avoir raconté et puis expliqué en tout cas un peu plus la franc-maçonnerie. J'espère que ça vous a plu chez vous, que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à nous mettre en commentaire si vous voulez d'ailleurs qu'on fasse des émissions sur d'autres sujets ou qu'on renforce, même qu'on fasse d'autres volets sur la franc-maçonnerie. Merci à toute l'équipe d'avoir préparé l'émission avec moi. Je vous embrasse. Puis on se retrouve de toute façon très vite pour une prochaine vidéo sur Légendes. Ciao tout le monde.